Sous les sables immobiles du plateau de Gizeh, il existe un silence plus profond que celui des pyramides elles-mêmes. Les pierres semblent garder en mémoire une histoire que l'on ne nous a jamais racontée. Des rumeurs anciennes parlent d'une cité cachée, dissimulée sous la terre depuis des millénaires, peut-être plus vieille que les pharaons. Est-ce un simple mythe ou bien une vérité interdite, volontairement effacée des chroniques officielles? L'écho des galeries souterraines, les récits de prêtres grecs, les fragments retrouvés par hasard, tout laisse deviner un monde enseveli, figé dans l'ombre. Ce qui dort sous Gizeh n'est ni pleinement découvert, ni totalement oublié. C'est un seuil, une énigme, où la mémoire humaine se heurte à ce qu'elle a choisi de taire. Sous le soleil implacable, le plateau de Gizeh semble immobile, réduit à une mer de sable interrompue, seulement par la silhouette massive des pyramides. Les voyageurs s'y arrêtent, fascinés par ces géants de pierre, mais peu soupçonnent que ce sol, qui paraît nu, dissimule peut-être une profondeur plus grande que les monuments qui le dominent. Le désert est trompeur. Il se présente comme une surface figée, alors qu'il n'est qu'un voile posé sur d'anciennes strates d'histoire. Derrière chaque grain de sable pourrait se cacher un vestige, une trace d'un monde englouti. C'est cette idée qui nourrit depuis des siècles les murmures d'une cité perdue, enterrée sous Gizeh, là où les regards ne se posent pas. Les anciens Égyptiens considéraient le désert non comme un vide, mais comme une frontière. Pour eux, il séparait le domaine ordonné de la vallée, fertile et vivante, du territoire de l'invisible, des dieux et des forces sauvages. Le désert n'était pas seulement l'absence de vie, il était la peau qui recouvrait des secrets, un seuil entre deux réalités. Dans ce contexte, imaginer qu'une cité puisse reposer sous les sables n'avait rien d'absurde, c'était même presque logique, car ce qui se cache sous la terre était pour eux une continuité du monde des vivants, une préparation au voyage éternel. À travers l'histoire, des voyageurs et des érudits ont pressenti cette possibilité. Les prêtres égyptiens évoquaient déjà, dans leurs récits symboliques, l'existence de vastes salles souterraines où reposaient les archives de l'humanité. Plus tard, les textes grecs et arabes se firent l'écho de ces traditions, parlant de labyrinthes, de galeries et de cités invisibles. Mais l'évidence restait insaisissable. Aucun témoin ne pouvait affirmer l'avoir vu. Tout se réduisait à des fragments de mémoire comme des éclats de mosaïques dont on a perdu l'ensemble. Le désert silencieux renforçait cette impression de dissimulation. Les tempêtes de sable effacent les traces, recouvrent les ruines et rendent le paysage méconnaissable d'une génération à l'autre. Ce que l'on croit intact peut disparaître en quelques saisons et ce qui fut enseveli peut dormir des siècles sans être révélé. Ainsi, certains chercheurs affirment que ce qui se trouve sous Gizeh n'est pas encore perdu mais simplement caché, dans une attente interminable. Le sable devient alors un gardien, un manteau protecteur, comme si la Terre elle-même avait choisi de préserver un secret que l'humanité n'est pas prête à recevoir. Les découvertes archéologiques du dernier siècle ont renforcé cette idée. Sous la Grande Pyramide, des chambres souterraines ont été identifiées, des puits descendent vers des zones encore inexplorées. Sous le Sphinx, les premières études géologiques ont révélé des cavités, des anomalies dans le sol, comme si des structures avaient été creusées puis effacées de la mémoire. Ces indices, bien que fragmentaires, nourrissent le soupçon d'un réseau souterrain bien plus vaste que ce que l'on ose admettre. Mais chaque fois que la science s'approche trop près de cette hypothèse, les discours officiels se ferment, les publications s'interrompent et le mystère s'épaissit. Ce silence n'est pas anodin. Il agit comme un rideau obligeant à se contenter de conjectures. Pourtant, derrière ce rideau, la rumeur persiste. Il y aurait des salles immenses, des corridors infinis, peut-être même les vestiges d'une ville entière, antérieure aux dynasties connues. Si cela était vrai, cela bouleverserait l'histoire telle que nous la racontons. La chronologie des civilisations, la compréhension de l'Égypte ancienne et jusqu'à l'origine de la connaissance humaine seraient mises plus en question. Voilà pourquoi certains parlent de cette histoire interdite, une mémoire que l'on préfère ignorer car elle ne cadre pas avec les récits établis. Le désert, dans sa nudité, ne livre aucun indice direct, mais il joue avec les sens. Au crépuscule, quand la lumière se couche derrière les pyramides, les ombres s'allongent et semblent révéler des reliefs inattendus. Des pierres surgissent comme si elles étaient les restes d'anciennes fondations. Les rares explorateurs nocturnes racontent comme des sons étranges, des échos provenant du sol comme des soupirs venus d'en dessous. Rien de concret, mais assez pour semer le doute et éveiller l'imagination.
Les traditions locales ajoutent une couche de mystère. Certains habitants des villages voisins affirment que des tunnels existent, reliant les monuments entre eux, et qu'ils s'étendent bien au-delà, vers des zones interdites. D'autres parlent de portes scellées, découvertes par des paysans mais rapidement dissimulées par les autorités. Ces récits ne sont pas vérifiés, mais leur persistance à travers les générations montre qu'une mémoire collective subsiste, comme une cicatrice invisible dans la conscience des lieux. La notion d'une cité cachée sous Gizeh ne doit pas être réduite à un fantasme exotique. Elle reflète une réalité plus large, celle de l'histoire humaine comme un palimpseste où chaque époque recouvre les précédentes sans les effacer totalement. La Terre garde les couches du passé comme un manuscrit réécrit encore et encore. Découvrir ce qui dort sous Gizeh reviendrait à soulever une page pour en révéler une autre, beaucoup plus ancienne. C'est cette possibilité qui alimente la fascination. Le désert ne serait plus seulement un espace vide, mais une archive, une bibliothèque silencieuse qui attend d'être lue. L'idée d'un autre monde sous nos pieds dérange parce qu'elle questionne notre propre place dans l'histoire. Si des civilisations antérieures ont existé, capables d'ériger des cités souterraines, que savons-nous réellement de nos origines ? Peut-être ne sommes-nous que les héritiers d'un savoir perdu, réduits à reconstruire ce qui fut déjà découvert, puis effacé. Le désert devient alors le miroir de notre ignorance, un rappel constant que tout récit est fragile, provisoire, sujet à révision. À Gizeh, cette fragilité se ressent à chaque pas. Les pyramides, aussi imposantes soient-elles, portent les marques du temps, de l'érosion, des pillages. Elles sont les témoins visibles d'un monde révolu, mais aussi les gardiennes d'un monde encore caché. Ce contraste crée une tension. Ce qui est révélé et ce qui est dissimulé coexistent au même endroit, comme deux réalités superposées. Le voyageur le pressent sans pouvoir le nommer. Il y a plus sous ses pieds que ce que ses yeux voient, tiens. Ainsi, le désert ne cache pas seulement des ruines, il cache une question immense, lancinante, qui traverse les âges sans trouver de réponse. Était-il une cité, un sanctuaire, une archive des dieux, ou simplement une légende née de l'imaginaire humain ? Peu importe la réponse, le mystère persiste, et c'est ce mystère qui donne au plateau de Gizeh sa force, sa beauté et son inquiétante grandeur. Dans cette tension entre le visible et l'invisible, nous entrons dans le cœur du sujet. Car pour comprendre l'énigme du plateau, il faut remonter aux premiers récits, à ceux qui ont laissé les premiers mots sur ces terres, bien avant que la science moderne ne s'en empare. Ce sont ces récits anciens, souvent méprisés ou relégués au rang de mythes, qui ouvrent la porte vers l'inconnu. C'est là que se poursuit notre voyage. Lorsque l'on s'aventure dans les méandres des textes anciens, un voile se soulève, léger mais suffisant pour entrevoir des fragments d'un passé obscur. Bien avant que l'archéologie moderne ne s'impose comme discipline, les premiers voyageurs, scribes et chroniqueurs rapportèrent des récits troublants au sujet du plateau de Gizeh. Parmi eux, Hérodote, le célèbre historien grec du 5e siècle avant notre ère, demeure une figure incontournable. Sa curiosité insatiable l'amena à interroger les prêtres égyptiens, gardiens d'une mémoire que peu d'étrangers pouvaient approcher. Ces écrits, bien qu'imprégnés de récits mythologiques et de détails parfois contestés, résonnent encore comme un écho fragile venu d'un autre âge. Hérodote raconte que les prêtres lui confièrent des histoires de labyrinthes souterrains, si vastes et si complexes qu'aucun homme ne pouvait en mémoriser l'ensemble. Selon lui, ces galeries s'étendaient entiillées sous les temples, renfermant des salles destinées aux archives, aux trésors et aux secrets des dynasties. Ces descriptions, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme exagérées, coïncident pourtant avec d'autres traditions plus anciennes qui mentionnent l'existence de chambres enfouies, dissimulées au regard des profanes. Ce n'est pas seulement le récit d'un voyageur étranger, mais la trace d'un savoir que les prêtres voulaient transmettre avec prudence, sous la forme de récits voilés. La force de ces récits réside dans leur continuité. Les prêtres égyptiens ne se contentaient pas de conserver la mémoire des rois. Ils affirmaient aussi être les gardiens d'un héritage beaucoup plus ancien, antérieur même aux dynasties pharaoniques. Pour eux, les monuments visibles n'étaient que la partie émergée d'un ensemble plus vaste, dont la véritable essence demeurait sous la terre. Les temples et les pyramides servaient seulement de porte, d'entrée symbolique vers un monde souterrain où reposait la véritable histoire de l'humanité. Hérodote, fasciné, retranscrivit ces récits, mais son regard grec les colora d'une nuance étrange, mi-historique, mi-mythologique. Derrière les récits des prêtres se cache une conception du temps bien différente de la nôtre. Là où nous pensons en termes de chronologie linéaire,
Les Égyptiens percevaient At le passé comme un cycle, une continuité sans fin. Pour eux, ce qui avait été n'était pas perdu, mais simplement caché, en attente d'une révélation future. Ainsi, les labyrinthes et galeries évoqués par Hérodote n'étaient pas seulement des constructions physiques. Ils représentaient aussi un modèle du cosmos, un reflet de l'ordre caché de l'univers. Entrer dans ces galeries, c'était pénétrer dans les profondeurs du savoir divin. Au-delà d'Hérodote, d'autres témoignages renforcent l'idée que le plateau de Gizeh n'a pas toujours été perçu comme un lieu de surface. Des prêtres de Ra évoquaient dans leurs hymnes une salle d'archives où reposaient sur les écrits bulis sacrés protégés contre les inondations et les catastrophes. Ces textes ne précisent jamais explicitement où se trouvait cette salle, mais beaucoup de chercheurs ont pensé qu'elle pouvait se situer sous les monuments les plus emblématiques, à l'abri des regards et des destructions. L'existence d'une telle salle, souvent appelée chambre des archives, a nourri les spéculations pendant des siècles. Les traditions orales, elles aussi, ont véhiculé ces images. Les récits transmis aux voyageurs arabes au Moyen Âge évoquaient des tunnels sans fin, des salles scellées, parfois même des statues étranges cachées dans les profondeurs. Bien que teintés de merveilleux, ces récits s'appuyaient sur une mémoire persistante, comme si le peuple, malgré le passage du temps, conservait l'intuition d'un monde invisible sous ses pieds. Ainsi, les prêtres et les chroniqueurs n'ont pas seulement transmis des histoires, ils ont contribué à façonner une perception du plateau comme un espace à deux niveaux, l'un visible et l'autre caché. Hérodote, en retranscrivant ces récits, leur donna une portée universelle. Son œuvre voyagea à travers les siècles, influençant les chercheurs de la Renaissance, les explorateurs du XIXe siècle et même les archéologues modernes. Pourtant, la tension demeure. Doit-on considérer ces descriptions comme un témoignage authentique ou comme une simple compilation de récits exagérés ? Les sceptiques rappellent que ces écrits contiennent de nombreuses erreurs géographiques et culturelles. Mais ceux qui préfèrent écouter entre les lignes estiment qu'il a peut-être volontairement voilé certains détails, transcrivant ce qu'il pouvait comprendre, mais laissant deviner qu'il y avait plus à dire. Ce qui frappe dans ces récits, ce n'est pas tant la précision que la persistance de l'idée, celle d'un savoir caché, enfoui sous terre, transmis de génération en génération. Même si les détails changent, la trame reste identique. Sous Gizeh se trouve quelque chose que l'on n'a pas encore découvert. C'est cette continuité qui intrigue, comme un fil invisible reliant les prêtres égyptiens, les chroniqueurs grecs et les voyageurs médiévaux. Tous, malgré leurs différences de culture et d'époque, convergent vers une même intuition. Il est si possible que ces récits aient une dimension symbolique. Les Égyptiens aimaient envelopper leur savoir dans des mythes, des images et des allégories. Ainsi, le labyrinthe pourrait n'avoir jamais existé sous une forme matérielle, mais représenter l'ordre complexe de la connaissance ou encore le parcours initiatique de l'âme. Pourtant, l'un n'exclut pas l'autre. L'Égypte ancienne avait souvent cette capacité à fusionner l'esprit et la matière, le mythe et la pierre. Les temples étaient à la fois des lieux physiques et des reflets de réalités invisibles. Pourquoi les galeries évoquées par Hérodote ne pourraient-elles pas avoir été à la fois symboliques et réelles ? La fascination qu'exercent ces récits tient à ce qu'ils laissent volontairement des zones d'ombre. Ils ne disent pas tout, ne révélant pas entièrement. Ils suggèrent, laissent deviner. Et c'est peut-être cette incomplétude qui leur confère une telle puissance. Le lecteur moderne, comme le voyageur antique, reste suspendu à une question sans réponse. Qu'y avait-il réellement sous Gizeh, au temps des prêtres et des pharaons ? Les historiens contemporains tentent de démêler cette énigme. Certains penchent pour une interprétation purement mythologique, d'autres considèrent que les anomalies géologiques détectées par les technologies modernes pourraient correspondre aux récits anciens. Dans les deux cas, le mystère demeure entier, car même les outils les plus avancés ne parviennent pas à donner une certitude absolue. Et peut-être est-ce là l'essence même de Gizeh, rester un lieu de questionnement, un espace où l'on ne peut s'empêcher de douter. En évoquant Hérodote et les prêtres égyptiens, on touche à une frontière délicate, celle entre mémoire et imagination, entre vérité et légende. Ce flou, loin d'affaiblir le mystère, le rend plus dense. Le désert, déjà, nous avait semblé un voile. Les récits anciens en sont un autre, plus subtil, fait de mots et de symboles. Ce double voile nous conduit toujours vers la même impression. Il y a quelque chose quelque part, mais nul ne peut en donner la forme exacte. Et si l'on ne pouvait jamais obtenir de réponse définitive ? Peut-être faut-il accepter que certains lieux soient destinés à rester des énigmes, à nourrir notre curiosité sans jamais la combler.
Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Après d'Hérodote et les prêtres, d'autres voyageurs vinrent de poser leurs yeux sur Gizeh. D'autres récits, d'autres visions s'ajoutèrent à cette mosaïque incomplète. Ils parleront de tunnels, de chambres secrètes et de galeries oubliées. C'est vers eux que se tourne à présent notre regard, pour poursuivre la quête. Sous la surface immobile du plateau de Gizeh, le silence semble plus profond que celui du désert. Ce silence, les voyageurs l'ont longtemps perçu comme une absence, mais pour certains, il n'était qu'un masque, une façade derrière laquelle se cachaient dans des mondes souterrains. Les pyramides, dans leur majesté, paraissent complètes à elles seules, mais leur véritable mystère ne résiderait pas uniquement dans leur forme visible. Car depuis des siècles, des rumeurs, des témoignages et des découvertes fragmentaires laissent entrevoir un réseau de tunnels, de chambres secrètes et de galeries oubliées, creusées dans les profondeurs, des structures dont la fonction échappe à notre compréhension et qui demeurent à la frontière entre la légende et l'histoire. Les plus anciens récits arabes décrivent eux des couloirs dissimulés, des passages qui reliaient les monuments entre eux. Ces tunnels auraient été utilisés non seulement prédits pour des rituels sacrés, mais aussi comme refuge pour protéger les trésors des invasions. Certains textes médiévaux affirment que des voyageurs audacieux y pénétrèrent, mais que la plupart ne revinrent jamais. Ils parlaient en propos de labyrinthes interminables, de salles scellées par d'énormes blocs de pierre, de portes marquées de symboles inquiétants. Ces récits, bien qu'impossibles à vérifier, trouvent un étrange écho dans certaines découvertes archéologiques modernes. Au XIXe siècle, des explorateurs rapportèrent avoir vu des ouvertures dissimulées au pied du Sphinx et près des pyramides secondaires. Ces entrées furent rapidement bloquées, parfois volontairement recouvertes. Était-ce pour protéger les structures ou pour maintenir le mystère ? La question reste ouverte, mais ces témoignages rejoignent une intuition persistante. Ce que nous voyons à la surface n'est qu'une fraction d'un ensemble plus vaste. Les études géologiques entreprises au XXe siècle ont révélé des anomalies sous le plateau. Des cavités, des vides dans la roche ont été détectés par des instruments modernes. Ces signaux indiquent des espaces creusés, dont certains semblent alignés avec les monuments principaux. Si ces cavités sont naturelles, leur disposition reste troublante. Si elles sont artificielles, alors elles constituent un réseau complexe qui a échappé au regard pendant des millénaires. Ces données alimentent le soupçon que sous Gizeh se cache un véritable labyrinthe. Mais pourquoi de tels passages auraient-ils été creusés ? Les hypothèses abondent. Certains imaginent qu'il s'agissait de voies cérémonielles, permettant aux prêtres de se déplacer dans l'ombre, loin des regards des profanes. D'autres pensent à des dépôts d'archives, des salles destinées à conserver la mémoire d'une civilisation antérieure. Quelques chercheurs vont plus loin et suggèrent que ces galeries pourraient être les vestiges d'une cité souterraine, dont les pyramides n'auraient en été que les portes monumentales. Quelle que soit l'interprétation, la simple existence de ces passages changerait profondément notre perception du plateau. Le Sphinx, lui, est au centre de cette énigme. Depuis longtemps, des rumeurs circulent sur l'existence de chambres sous la statue. Certains voyageurs affirment avoir vu des ouvertures au flanc ou entre les pattes de l'animal de pierre. Dans les années récentes, des études sismiques ont confirmé la présence d'anomalies sous le monument. Ces découvertes ne furent pas suivies de fouilles ouvertes, et un voile de silence recouvrit rapidement le sujet. Officiellement, il n'y aurait rien d'important. Mais l'absence d'exploration nourrit davantage les soupçons. Pourquoi refuser de chercher plus loin si rien n'existe ? Les galeries oubliées évoquent aussi la peur. Plusieurs traditions locales parlent de malédiction ou de gardiens invisibles. On raconte que quiconque ose franchir certaines portes scellées n'en ressort pas vivant. Ces récits, souvent attribués au folklore, peuvent aussi être compris comme des avertissements. Certains lieux ne doivent pas être ouverts trop tôt. L'idée qu'un savoir ou une mémoire interdite puisse reposer dans ces souterrains renforce l'impression que ces galeries ne sont pas de simples structures techniques, mais des sanctuaires. La fascination qu'elles exercent tient aussi à leur invisibilité. Les monuments visibles, eux, peuvent être étudiés, mesurés, photographiés. Mais les souterrains ne se révèlent que par fragments. Une ouverture bouchée, une cavité détectée par des instruments, un récit ancien retrouvé dans un manuscrit oublié. C'est cette fragmentation qui alimente la curiosité, car l'imagination, face à l'inachevé, invente des mondes entiers. Chaque détail devient une preuve, chaque silence une confirmation. On pourrait croire que ces rumeurs appartiennent au passé, mais elles reviennent avec insistance à chaque génération.
Dans les années récentes, certains chercheurs indépendants ont affirmé avoir vu des plans ou des documents indiquant la présence de salles immenses sous Gizeh. Ces affirmations sont rejetées par la plupart des institutions officielles, mais leur répétition intrigue. Pourquoi ces récits persistent-ils malgré l'absence de preuves concrètes? Peut-être parce qu'ils correspondent à une intuition universelle. Sous la surface, il y a toujours autre chose. Les tunnels et chambres secrètes de Gizeh ne sont pas seulement des hypothèses archéologiques. Ils incarnent un désir profond de comprendre ce qui nous échappe. Ils rappellent que l'histoire humaine est pleine de zones d'ombre, de passages que nous n'avons pas encore franchis. Le plateau devient alors une métaphore. Ce que nous voyons n'est qu'une façade et le reste se cache dans l'obscurité, attendant celui qui osera descendre. Le désert, silencieux, garde ses secrets. Peut-être qu'un jour, les galeries oubliées seront ouvertes, révélant leur contenu. Peut-être ne le seront-elles jamais et resteront des fantômes, nourrissant l'imagination. Mais dans les deux cas, elles continueront d'exercer leur pouvoir. Car elles incarnent une question que l'on ne peut pas effacer. Que cache vraiment Gizeh, sous ses pierres et sous son sable? Dans ce mystère des profondeurs, les voyageurs anciens trouvaient déjà matière à raconter. Les explorateurs médiévaux parlaient de labyrinthes sans fin. Les savants du XIXe siècle soupçonnaient maintenant des salles scellées. Les scientifiques modernes détectent des cavités qu'ils hésitent à nommer. 3 époques, 3 langages différents, mais une même obsession, découvrir ce qui se trouve en dessous. Et peut-être n'est-ce qu'en suivant ce fil, en reliant ces récits anciens aux explorations modernes, que nous pourrons approcher la vérité. Car les tunnels et galeries oubliées ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité de mémoire, de rumeurs et de visions qui dépassent les siècles. C'est vers ces échos du passé que nous nous tournons maintenant en examinant les cartes anciennes et les témoignages des voyageurs du Moyen Âge qui, à leur manière, cherchèrent eux aussi à tracer les contours du monde enfoui. À travers les siècles, le plateau de Gizeh ne fut pas seulement un lieu de contemplation silencieuse, il devint un espace où l'imagination, la mémoire et l'observation se mêlèrent. Si les prêtres de l'Antiquité et les chroniqueurs grecs nous ont transmis des récits de galeries et de labyrinthes, le Moyen-Âge apporta une autre forme de témoignage, celui des cartes anciennes et des voyageurs qui, bravant le désert et ses dangers, laissèrent des descriptions parfois troublantes. Ces fragments d'encre et de parchemin sont souvent imprécis, parfois symboliques, mais ils dessinent une mémoire parallèle, comme si certains hommes avaient tenté de fixer sur papier l'ombre d'un monde enfoui. Dans l'imaginaire médiéval, l'Égypte était à la fois une terre sacrée et un territoire de mystère. Les pèlerins, les érudits et les aventuriers qui s'y rendaient le voyant dans les pyramides des monuments énigmatiques, vestiges d'un savoir perdu. Beaucoup d'entre eux, incapables de comprendre l'origine exacte de ces colosses, les attribuaient à des rois antiques ou même à des figures bibliques. Certains récits mentionnaient Joseph, le fils de Jacob, comme inspirateur des constructions, d'autres parlaient de géants ou de rois prédiluviens. Mais au-delà de ces interprétations, une constante demeurait, l'idée qu'il existait sous ces monuments des passages secrets, des salles closes, peut-être même une cité dissimulée. Les cartes anciennes reflètent cette obsession. Bien que rudimentaires, certaines d'entre elles ne se contenteront pas de représenter la surface. Elles laissaient apparaître des signes, des symboles, évoquant des structures invisibles. Des couloirs tracés sous les pyramides, des cavités représentées comme des cercles ou des labyrinthes. On ne sait pas si ces dessins étaient inspirés de réelles observations, de récits oraux ou de pures spéculations. Mais leur persistance, répétée sur différents manuscrits, indique qu'une tradition cartographique parallèle existait. Une mémoire qui ne décrivait pas seulement ce que l'œil voyait, mais ce que l'esprit soupçonnait. Les voyageurs arabes du Moyen-Âge laissèrent eux aussi des descriptions saisissantes. Certains manuscrits évoquent des portes scellées découvertes au pied des pyramides, des passages qui semblaient conduire vers des profondeurs insondables. D'autres rapportent la vision de salles ornées d'inscriptions étranges, contenant des statues et des objets que nul ne savait interpréter. Ces récits, parfois considérés comme fabuleux, révèlent une perception du plateau qui dépasse le simple regard. Pour ces voyageurs, Gizeh n'était pas un lieu figé dans le passé, mais un espace encore habité par des forces invisibles. Un récit souvent cité dans les chroniques arabes parle d'un sultan ayant ordonné l'ouverture d'une entrée supposée mener à une salle cachée sous une pyramide.
Les ouvriers auraient travaillé plusieurs jours, brisant des blocs immenses pour finalement découvrir un couloir plongeant dans les ténèbres. Mais l'expédition aurait été interrompue, certains témoins parlant de sons étranges, de vents venus d'en bas et de l'effondrement soudain d'une partie du passage. La salle recherchée ne fut jamais atteinte et l'entrée fut refermée. Ce type de récit, à la frontière entre chronique et légende, contribue à renforcer l'image d'un monde souterrain inaccessible. Les cartes médiévales, quant à elles, sont fascinantes par leur mélange d'exactitude et d'imaginaire. Certaines représentent l'Égypte avec une précision surprenante pour l'époque, situant les pyramides et le Nil de manière relativement fidèle. Mais d'autres couches d'informations semblent te venir d'ailleurs. Symboles kabbalistiques, indications d'entrée dans mystérieuse, signes qui ne correspondent à aucune réalité visible. Ces éléments pourraient avoir été ajoutés par les cartographes à partir de traditions orales, de récits de voyageurs ou de transmissions secrètes venues des écoles mystiques de l'époque. Ils transformèrent les cartes en objets hybrides, à la fois documents géographiques et représentations ésotériques. L'une des idées récurrentes de ces traditions médiévales est celle de la préservation. Les pyramides n'auraient pas été construites uniquement comme tombeaux, mais comme coffres-forts de savoir. Les salles souterraines, mentionnées dans les récits et esquissées sur certaines cartes, auraient abrité des archives, des instruments, peut-être même des traces d'une science antérieure au déluge. Pour les érudits médiévaux, fascinés par la notion de connaissance perdue, l'Égypte représentait un pont entre le monde ancien et le leur, et Gizeh en particulier devenait une sorte de seuil vers une mémoire interdite. Ces cartes et récits ne sont pas seulement des témoignages historiques, ils ont façonné notre imaginaire collectif. Ils ont contribué à entretenir l'idée que sous les sables et les pierres, quelque chose demeure caché. À chaque époque, les voyageurs ajoutaient une pièce au puzzle, mais le tableau restait incomplet, fragmentaire, comme si une main invisible empêchait que la vérité ne soit entièrement révélée. Le Moyen-Âge, avec ses chroniques et ses représentations symboliques, a joué un rôle central dans cette transmission. Il a conservé le souffle du mystère, là où d'autres civilisations l'auraient effacé. Il est très fascinant de constater que certains de ces récits trouvent un étrange écho dans les découvertes modernes. Lorsque les technologies sismiques détectent des cavités sous le Sphinx, elles semblent ne répondre à des légendes vieilles de plusieurs siècles. Lorsque des chercheurs identifient des anomalies géologiques alignées avec les pyramides, ils réveillent en toi les intuitions cartographiques des scribes médiévaux. Ce dialogue entre passé et présent renforce l'idée que les cartes anciennes, aussi imparfaites soient-elles, ne sont peut-être pas que des fantaisies. Elles pourraient en contenir des fragments de vérité déformés, transmises à travers le prisme des siècles. La valeur de ces témoignages réside dans leur capacité à maintenir vivante une question fondamentale. Jusqu'où s'étend réellement Gizeh au-delà de ce que nous voyons ? Le Moyen-Âge, avec ses voyageurs et ses enlumineurs, ne nous a pas donné de réponse définitive, mais il a nourri le doute, semé des indices, suggéré des directions. Dans ces cartes et ces récits, le plateau prend une autre dimension. Il cesse d'être une simple surface et devient une porte vers l'inconnu. À travers ces fragments, on comprend mieux pourquoi le mystère de Gizeh ne s'est jamais éteint. Chaque époque a ajouté sa voix à ce cœur de questions. Chaque génération a redessiné les contours de l'énigme. Les cartes anciennes et les chroniques médiévales ne sont pas des preuves archéologiques, mais elles incarnent la persistance d'une intuition humaine, celle que notre monde visible repose sur des couches invisibles. Et dans ces couches dort peut-être une histoire que l'on n'ose pas encore affronter. De ces parchemins et de ces récits, nous passons maintenant à une époque où la curiosité se fit plus méthodique, mais où les ombres restèrent tout aussi épaisses. Quand Napoléon vint en Égypte avec ses savants, il ne chercha pas seulement à conquérir une terre, mais aussi à sonder les secrets enfouis. Et dans ce rêve inachevé, il contribua à faire entrer Gizeh dans l'imaginaire moderne, tout en laissant lui aussi une impression de porte restée close. Lorsque Napoléon Bonaparte débarqua en Égypte en 1798, il ne venait pas seulement avec ses soldats et son ambition impériale. Il emportait aussi dans ses navires un cortège de savants, d'ingénieurs, de dessinateurs et de géographes. Cette expédition, connue sous le nom de campagne d'Égypte, fut bien plus qu'une conquête militaire. Elle fut une quête de savoir, car Napoléon, derrière ses rêves de domination, nourrissait une fascination intime pour les mystères de l'Orient et pour le voile impénétrable que l'Égypte tendait entre son passé et notre ignorance. Dès leur arrivée, les membres de l'Institut d'Égypte,
nom donné à la société savante qu'il créa, d'offrom entreprirent de mesurer, d'observer, de cataloguer. Ils parcoururent l'obéir les monuments, dessinant des plans précis, reproduisant des hiéroglyphes incompris, explorant les cavités et les chambres obscures. Leur travail allait le donner naissance, quelques années plus tard, à la monumentale description de l'Égypte, œuvre encyclopédique qui fit entrer l'imaginaire du Nil dans la conscience européenne. Mais derrière cette entreprise scientifique se cachait une autre quête, moins visible, celle du mystère, des légendes anciennes, des traces d'un savoir enfoui sous le sable. Napoléon lui-même passa une nuit au cœur de la grande pyramide de Khéops. L'histoire, souvent répétée mais jamais totalement éclaircie, raconte qu'il en ressortit bouleversé, silencieux, refusant de dire ce qu'il y avait vu ou ressenti. Certains y virent une simple anecdote romancée, d'autres y discernèrent un signe. Le futur empereur aurait touché dans ces ténèbres quelque chose d'indicible. Ce silence obstiné a nourri l'imaginaire. Qu'avait-il découvert ? Était-ce la révélation d'un ordre ancien, la vision d'un passé interdit, ou seulement le poids du vide qui étreint celui qui ose pénétrer dans les entrailles d'un tel monument ? Personne ne le sut jamais, mais ce récit suffit à associer son nom à l'aura de mystère qui entoure Gizeh. Les savants qui l'accompagnaient n'étaient pas épargnés par ce même vertige. À mesure qu'ils observaient les monuments, ils comprenaient que ce qui apparaissait à la surface n'était qu'un fragment. Certains témoignages mentionnent des ouvertures dissimulées, des galeries entrevues et aussitôt obstruées, des chambres dont l'accès leur fut interdit par les autorités locales. Ils prenaient des notes, dessinaient des croquis. Mais bien des détails restaient non volontairement absents des rapports officiels. Était-ce par prudence, par volonté de ne pas alimenter les spéculations, ou parce qu'ils pressentaient que certaines découvertes devaient en rester hors de portée ? La description de l'Égypte reflète cette ambivalence. Monument de précision et de rigueur, elle révèle un regard scientifique émerveillé. Mais elle laisse aussi deviner, dans ces silences, une part d'inachevé. Comme si les savants, malgré leurs efforts, s'étaient heurtés à une limite invisible. Les pyramides, le sphinx, les temples, tout y est décrit avec minutie. Pourtant, le lecteur attentif sent qu'un monde échappe encore, un monde qui ne se laisse pas enfermer dans les planches gravées et les notes. Napoléon, dans son ambition démesurée, voyait l'Égypte comme un miroir de son propre destin. Conquérir ce territoire, c'était s'inscrire dans la lignée des rois anciens, s'approprier un héritage millénaire. Mais il se heurta, lui aussi, à cette profondeur insaisissable. Le désert, les pyramides, les rumeurs de galeries souterraines restaient plutôt des énigmes hors de sa portée. Son rêve d'embrasser la totalité de ce monde se brisa contre la réalité. Une campagne militaire difficile, des révoltes incessantes et finalement l'abandon du pays. Son entreprise scientifique, pourtant, survécut. Mais elle resta incomplète, comme si le secret avait choisi de ne pas se livrer totalement. Ce rêve inachevé hante encore l'imaginaire. La figure de Napoléon, homme de raison et de conquête, confronté à un mystère qui le dépasse, incarne la limite de l'ambition humaine face à l'inconnu. Les savants avaient tué les instruments, la rigueur, la curiosité. Mais ils n'avaient pas les clés. Ils posèrent les bases de l'égyptologie moderne, mais laissèrent derrière eux la même impression de silence. Comme si la terre, une fois encore, s'était refermée sur ses secrets. Les récits postérieurs amplifièrent cette impression. Certains affirmèrent que des documents avaient été volontairement écartés, que certaines observations n'avaient jamais été publiées. D'autres racontèrent que les savants avaient découvert des indices troublants, mais que ces indices avaient été étouffés par peur de bouleverser l'ordre établi. Ces hypothèses, qu'elles soient vraies ou non, ajoutèrent une couche supplémentaire au mystère, l'idée que la vérité n'était pas seulement cachée par le sable, mais aussi par la main de l'homme. Le passage de Napoléon en Égypte marque un tournant. Avant lui, les récits sur Gizeh appartenaient surtout au domaine de la légende, du mythe, de la chronique. Avec lui, la science fit son entrée, armée d'outils nouveaux, d'un regard méthodique. Pourtant, ce regard se heurta aux mêmes ombres que celles qui entouraient déjà Hérodote et les voyageurs du Moyen-Âge. La différence, c'est que cette fois, l'ombre se glissa jusque dans les pages d'une œuvre encyclopédique, donnant à l'histoire une profondeur supplémentaire. Dans le silence des galeries qu'il traversa, Napoléon emporta un fragment du mystère, qu'il ne transmit jamais. Et ces savants, dans leurs notes, laissèrent entrevoir qu'ils avaient pressenti plus qu'ils n'osaient en écrire.
Leur rêve resta inachevé, mais leur passage contribua à maintenir vivante l'idée que Gizeh recèle encore, sous son sable, un monde invisible. De cette entreprise, il nous reste deux héritages. Le premier est scientifique, une base de connaissances précieuses qui permit de fonder l'égyptologie moderne. Le second est le plus subtil, un sentiment d'incomplétude, une impression de porte restée d'eau fermée. Ce second héritage nourrit encore aujourd'hui les spéculations et les interrogations. Car le rêve de Napoléon n'était pas seulement celui d'un conquérant, c'était aussi celui d'un homme confronté au silence d'une énigme. Et après lui, d'autres prirent le relais. Les archéologues du XIXe siècle, héritiers de cette soif de savoir, s'avancèrent à leur tour sur le plateau, armés d'outils nouveaux et d'une détermination farouche. Mais eux aussi allaient se heurter à des indices dissimulés, à des découvertes dérangeantes, à des vérités à moitié voilées. C'est vers eux que nous devons maintenant tourner notre regard pour suivre le fil de ce mystère qui, d'époque en époque, continue de résister. Au XIXe siècle, l'Europe vivait une soif insatiable de découvertes. L'Orient fasciné, l'Égypte surtout. Depuis la campagne de Napoléon, les images des pyramides et du Sphinx avaient enflammé l'imaginaire occidental. Les archéologues, aventuriers et érudits se succédèrent alors sur le plateau de Gizeh, mus par une double ambition: explorer ces monuments pour en tirer des trésors visibles et percer le voile qui recouvrait encore leur sens caché. Mais à mesure que leurs fouilles avançaient, les questions se multipliaient. Derrière la poussière et les pierres déplacées surgissaient des indices troublants, des anomalies que certains préféraient taire, comme si elles menaçaient de fissurer le récit officiel en construction. Les premiers grands noms de l'archéologie égyptienne, tels que Giovanni Battista Caviglia, Richard Weisz ou Auguste Mariette, marquèrent de cette époque de leurs empreintes. Caviglia, marin italien devenu explorateur, fut parmi les premiers à s'aventurer sous le sable accumulé autour du Sphinx. Il mit au jour des portions enfouies de la statue et identifia des cavités qu'il jugea artificielles. Ces observations restèrent qu'on a cependant limitées, étouffées par le manque de moyens et par le peu d'attention que lui accordaient ses contemporains. Pourtant, dans ses carnets, il évoquait déjà l'idée que le Sphinx n'était pas seulement une sculpture monumentale, mais peut-être la porte d'un monde souterrain oublié. Quelques années plus tard, le colonel britannique Richard Weisz entreprit des fouilles plus ambitieuses dans la Grande Pyramide. En 1837, il fit dynamiter certains passages pour accéder à des chambres encore inconnues. Ce qu'il découvrit, de nouveaux espaces portant des marques hiéroglyphiques, confirma une partie des hypothèses sur la construction du monument. Mais ces méthodes brutales, détruisant parfois ce qu'il cherchait à comprendre, lui valurent autant de critiques que de reconnaissance. Derrière ces travaux, certains observateurs soupçonnèrent qu'il avait trouvé des éléments troublants, peut-être même des indices d'aménagement plus anciens que la dynastie de Khéops. Ces soupçons ne furent d'ailleurs jamais confirmés, mais ils alimentèrent l'idée que les récits officiels laissaient volontairement de côté certains détails. Auguste Mariette, fondateur du service des antiquités égyptiennes, incarna une autre facette de cette époque. Passionné par la sauvegarde du patrimoine, il fit dégager de nombreux temples et lança des fouilles très méthodiques sur le plateau. Son approche, plus respectueuse que celle de Weisz, permit de mieux comprendre l'organisation des monuments. Mais là encore, des zones restaient mystérieusement inexplorées. Mariette, conscient de la fragilité des structures, choisit parfois de ne pas forcer certains accès. Ses archives évoquent dans des passages trop instables des salles à moitié comblées de sable qu'il préféra sceller à nouveau. Ce choix, dicté par la prudence, nourrit toutefois une autre interprétation. Et si ces salles contenaient plus que ce qu'il avouait? Car le XIXe siècle ne fut pas seulement une époque de découverte scientifique, mais aussi d'occultation. Tandis que les archéologues décrivaient avec précision les monuments visibles, il semblait éviter de s'attarder sur les anomalies souterraines. Les rapports officiels insistaient sur la grandeur architecturale, sur la chronologie dynastique, mais les rumeurs de tunnels, de cavités et de chambres secrètes circulaient en marge. Des ouvriers égyptiens racontaient avoir découvert des ouvertures menant à des couloirs obscurs, aussitôt refermés par leurs supérieurs. Des explorateurs indépendants affirmaient avoir pénétré brièvement dans des galeries ornées de symboles, mais leurs récits étaient rejetés comme fabuleux. Les archives personnelles de certains de ces archéologues, retrouvées plus tard, confirment que des découvertes dérangeantes furent faites puis mises de côté. On y trouve des croquis de galeries interrompus,
des notes évoquant des puits sans fond, des descriptions de portes scellées, impossibles à ouvrir. Ces fragments dispersés montrent que le plateau ne livrait pas seulement une architecture grandiose, mais aussi un labyrinthe d'énigmes souterraines. Et face à ces énigmes, beaucoup préféraient le silence, craignant peut-être de ternir la cohérence d'un récit historique qui se consolidait alors en Europe. Le XIXe siècle fut également celui des voyageurs romantiques. Poètes, peintres et écrivains s'aventurèrent à Gizeh, fascinés par l'atmosphère de mystère. Dans leurs récits, les pyramides devenaient des portails vers un autre monde, les galeries souterraines des couloirs initiatiques. Bien que teintés d'imaginaire, ces témoignages rejoignaient parfois les observations archéologiques. Ils parlaient d'échos étranges sous le sol, de pierres vibrantes, de passages dont on devinait l'existence sans pouvoir les suivre. Leur langage poétique traduisait une vérité plus subtile. Gizeh ne se laissait pas réduire à un objet scientifique. Il demeurait un espace vivant, habité par des ombres que la raison seule ne pouvait dissiper. Cette tension entre science et mystère, entre fouilles officielles et rumeurs parallèles, donna au XIXe siècle une atmosphère particulière. Les archéologues avançaient, découvrant et cataloguant, mais derrière eux s'élevaient des murmures persistants. Il n'y avait plus que ce qu'ils montraient. Les indices dissimulés, les silences des rapports, les anomalies relevées, mais non expliquées, composaient un récit souterrain parallèle. Un récit où les galeries oubliées restaient hors d'atteinte, mais bien présentes, comme une respiration invisible sous les pierres. Le XIXe siècle laissa donc un double héritage. D'un côté, la naissance d'une discipline scientifique solide, capable de mesurer, de dater, de contextualiser. De l'autre, la persistance d'un doute. Et si les savants de l'époque avaient involontairement écarté ce qui ne s'intégrait pas à leur vision? Cette question hante encore les chercheurs modernes, qui voient dans les archives de cette époque autant de découvertes précieuses que de silences éloquents. Et au-delà des archives, il reste ce sentiment, celui d'un mystère suspendu, jamais totalement dissipé. Les archéologues du XIXe siècle, malgré leur zèle, n'ont pas éclairé toutes les zones d'ombre. Ils ont ouvert des portes, mais en ont laissé d'autres fermées. Ils ont décrit les pierres visibles, mais ont laissé l'invisible intact. C'est peut-être ce paradoxe qui fait la force de leur héritage, avoir révélé un monde tout en confirmant qu'un autre demeure encore dissimulé. De ces indices laissés en marge, nous glissons à présent vers une légende plus vaste, celle qui hante les récits depuis des millénaires, l'existence de la mystérieuse chambre des archives, évoquée par les prêtres et cherchée par les savants. Une salle supposée contenir la mémoire de civilisations perdues, un trésor de savoir qui aurait traversé les âges pour se cacher sous le plateau de Gizeh. Depuis l'aube des civilisations, l'humanité a nourri un rêve récurrent, celui d'une salle secrète où reposerait l'ensemble du savoir accumulé par les anciens. En Égypte, ce rêve prit le nom de la chambre des archives, évoquée dans certains récits attribués aux prêtres de Ra. On disait qu'elle contenait des écrits sacrés, des instruments mystérieux et peut-être même la mémoire des âges antédiluviens, préservés du temps et des catastrophes. À Gizeh, ce mythe trouva un terreau fertile, car le plateau, déjà enveloppé de silence et de mystère, semblait le lieu idéal pour abriter une telle relique. Mais cette chambre, à la frontière entre légende et réalité, reste insaisissable. Les prêtres de Ra, figure centrale du culte solaire, avaient pour mission de maintenir le lien entre les dieux et les hommes. Ils étaient aussi les gardiens des traditions, des textes et des rituels. Dans leurs hymnes et leurs récits, certains passages évoquent des archives souterraines, conçues non seulement pour conserver la mémoire des pharaons, mais aussi pour préserver un savoir plus ancien. Ce savoir aurait concerné l'origine des étoiles, l'ordre du cosmos, la naissance et la chute de civilisations oubliées. La chambre des archives n'aurait donc pas été une simple bibliothèque, mais un sanctuaire de mémoire universelle. Les chroniqueurs grecs et arabes reprirent de cette idée. Platon, dans ses dialogues, parle de savoir transmis par les prêtres égyptiens aux sages grecs, savoir eux-mêmes hérités de civilisations antérieures au déluge. Plus tard, les voyageurs arabes mentionnèrent l'existence de salles dissimulées, protégées par des portes scellées et des inscriptions incompréhensibles. Tous s'accordaient à dire que l'Égypte ne révélait qu'une partie de son histoire et que le reste dormait dans des lieux interdits. La chambre des archives devint ainsi une figure récurrente de ces récits, un horizon inaccessible mais obsédant. Au fil des siècles, ce mythe se transforma. Dans certaines
Tradition ésotérique de la Renaissance, la Chambre des Archives fut décrite comme un dépôt universel de connaissances, contenant des textes sur l'astronomie, la médecine, l'art sacré et les mystères de l'âme. Les écoles initiatiques la représentaient comme un lieu où l'homme, en retrouvant la mémoire des anciens, pouvait renouer avec son origine divine. Lieu physique ou métaphysique, réel ou symbolique, elle incarnait la même idée, un savoir préservé mais dissimulé volontairement. Les recherches modernes ont ajouté une dimension troublante à ce mythe. Dans la seconde moitié du XXe siècle, des équipes de géophysiciens étudièrent le sol autour du Sphinx. Leurs instruments détectèrent des anomalies, des cavités souterraines alignées avec la statue. Ces découvertes furent brièvement mentionnées dans des rapports scientifiques, mais elles n'aboutirent pas à des fouilles ouvertes. Très vite, un voile de silence s'abattit sur le sujet. Pour certains, c'était une simple coïncidence géologique. Pour d'autres, c'était l'ombre tangible de la chambre des archives. Ce silence officiel nourrit les spéculations. Pourquoi, demandaient certains chercheurs indépendants, interdire l'exploration de ces cavités ? Pourquoi refuser d'ouvrir ce qui pourrait n'être qu'un vide naturel ? Le refus même d'investiguer renforçait l'idée que quelque chose devait être caché. Les récits de prêtres, les traditions grecques et arabes et les anomalies modernes semblaient vont converger. Sous Gizeh, il existe des salles que l'on ne veut pas montrer. Mais que contiendrait réellement cette chambre si elle existe ? Les hypothèses varient. Certains imaginent des rouleaux et des tablettes inscrites, retraçant l'histoire de civilisations disparues. D'autres parlent de machines, d'instruments énigmatiques, témoins d'un savoir technologique oublié. Quelques-uns vont plus loin encore, affirmant que la chambre pourrait abriter des objets venus d'ailleurs, préservés par les anciens comme héritage d'une origine cosmique. Ces hypothèses, qu'elles soient exagérées ou non, traduisent dans toute la même soif, celle de retrouver une mémoire que nous avons perdue. Il est aussi possible que la chambre des archives ne soit qu'un symbole, un lieu imaginaire représentant la totalité du savoir, un miroir de l'inconscient collectif qui rêve d'une mémoire intacte. Mais le symbole, en Égypte, n'était jamais séparé de la matière. Les temples, les hiéroglyphes, les rituels, tout unissait l'invisible et le visible. Dans ce contexte, la chambre pourrait être à la fois une réalité physique et une métaphore spirituelle. Les prêtres auraient peut-être caché des textes réels dans des salles, mais ces salles auraient aussi eu une valeur initiatique, réservée à ceux qui savaient lire entre les lignes. Les traditions locales, elles, n'ont jamais totalement oublié ce mythe. Certains habitants des villages proches affirment que des tunnels sous le plateau mènent à des salles interdites. Des histoires circulent, parlant d'ouvriers ayant trouvé des portes scellées, vite refermées par crainte ou par ordre supérieur. Ces récits, transmis de génération en génération, maintiennent vivante l'idée d'un secret encore présent, tapi sous la surface. La fascination exercée par la Chambre des Archives ne vient pas seulement de ce qu'elle pourrait contenir, mais aussi de ce qu'elle implique. Si une telle salle existait, elle remettrait en cause notre vision de l'histoire. Elle suggérerait que les Égyptiens, ou ceux qui les ont précédés, détenaient un savoir bien plus ancien que ce que nous admettons. Elle introduirait la possibilité que notre civilisation ne soit qu'un recommencement, une reprise après un oubli. Elle nous rappellerait que ce que nous croyons être des débuts pourrait n'être qu'une suite. Cette idée dérange car elle bouleverse les fondements de notre chronologie. C'est pourquoi la Chambre des Archives demeure à la fois un mythe attirant et un sujet tabou. Elle incarne le vertige d'une histoire plus vaste que la nôtre, une histoire qui pourrait relativiser nos certitudes. Elle invite à penser que l'humanité n'est peut-être pas seule à écrire son récit, mais qu'elle le réécrit, encore et encore, après chaque effacement. Ainsi, la Chambre des Archives n'est pas seulement un objet de spéculation archéologique. Elle était un miroir tendu à notre désir de savoir et à notre peur de découvrir trop. Son énigme persiste parce qu'elle habite à la fois le réel et l'imaginaire. Elle vit dans les récits des prêtres, dans les notes des voyageurs, dans les anomalies géologiques et dans les rêves de ceux qui regardent le désert avec une suspicion émerveillée. Et peut-être est-ce là sa véritable force, rester cachée pour continuer à nourrir la quête. Car si elle venait à être trouvée, peut-être perdrait-elle une part de son pouvoir. Ce pouvoir de questionner, de déranger, de rappeler que sous chaque pierre, sous chaque monument, sous chaque silence, il existe un autre monde. De ce mythe persistant, nous glissons à présent vers une autre étape du récit,
celle où les technologies modernes, en scrutant les profondeurs de Gizeh, semblent frôler le secret tout en le laissant intact. Ce sera l'histoire des scanners, des capteurs et des révélations interdites qui poursuivent la quête commencée il y a des millénaires. Au fil des siècles, le plateau de Gizeh a résisté à la curiosité des hommes. Le sable, le temps et le silence ont toujours joué le rôle de gardiens inflexibles. Mais au XXe siècle, une nouvelle ère s'ouvrit. Ce ne furent plus seulement les pelles, les carnets ou les croquis des voyageurs qui sondèrent dans les pierres, ce furent des machines, des instruments capables de percevoir ce que l'œil humain ne pouvait voir. Les scanners sismiques, les radars à pénétration de sol, les capteurs thermiques, ces outils modernes semblaient offrir la promesse d'un dévoilement. Pourtant, ce qu'ils révélèrent fut rapidement enveloppé de secrets, comme si le mystère lui-même refusait d'être dissipé. Dès les années 1970, des équipes de géophysiciens entreprirent des mesures autour du Sphinx et des pyramides. Leurs instruments détectèrent des anomalies souterraines, cavités, poches vides, alignements suspects. Sous le Sphinx en particulier, les données suggéraient la présence de chambres artificielles. Ces résultats furent brièvement publiés, puis très vite oubliés, enterrés dans des rapports confidentiels. Quelques phrases dans des revues spécialisées suffirent à éveiller l'intérêt, mais elles furent immédiatement suivies de démentis, d'explications naturalistes. Pourtant, les graphiques, les relevés, les chiffres restaient troublants. Si ces cavités n'étaient que des phénomènes géologiques, pourquoi tant de réticence à les explorer davantage ? Dans les années 1990, une autre vague d'études raviva l'intrigue. Des capteurs sismiques et plus précis furent installés autour du Sphinx. Les chercheurs annoncèrent avoir identifié entre les pattes du monument une cavité rectangulaire, parfaitement orientée selon les axes du plateau. Le monde entier aurait pu s'enthousiasmer devant une telle découverte. Mais à nouveau le silence tomba. Les permis de fouille furent refusés, les chercheurs invités à modérer leurs propos. Officiellement, il n'y avait rien d'extraordinaire, seulement des irrégularités dans le substrat rocheux. Pourtant, l'idée d'une chambre souterraine persista, renforcée par la précision des instruments modernes. Les technologies thermographiques ajoutèrent encore une dimension au mystère. En mesurant les différences de température sur les parois des pyramides, elles révélèrent des zones qui semblaient creuses, comme si des passages ou des salles se dissimulaient derrière la pierre. En 2015, une mission internationale annonça avoir détecté une anomalie thermique à l'entrée de la pyramide de Khéops, laissant supposer l'existence d'un vide. L'information fit brièvement le tour des médias avant d'être recouverte par un discours officiel plus mesuré. Il ne s'agissait que d'une zone nécessitant plus d'études. Depuis, peu d'informations ont filtré, comme si les résultats avaient été volontairement relégués dans l'ombre. Ces révélations partielles ont alimenté une suspicion persistante. Et si certaines découvertes étaient jugées trop dérangeantes pour être partagées. Si l'on admettait qu'il existe des chambres inconnues sous Gizeh, cela ouvrirait la porte à toutes les hypothèses. Archives enfouies, sanctuaires oubliés, traces d'une civilisation antérieure. Une telle perspective bouleverserait les fondements de l'égyptologie classique. Face à ce risque, certains estiment qu'il est plus simple de minimiser, de différer, de garder le silence. Pourtant, les images produites par les scanners et les radars demeurent. Elles circulent parfois en marge des circuits officiels, montrant des vides géométriques, des structures alignées, des formes qui ne ressemblent pas à de simples fissures naturelles. Ces images ne disent pas ce qu'elles contiennent, mais elles prouvent que quelque chose est là, sous la pierre et sous le sable. Ce constat suffit à raviver l'ancien mythe de la chambre des archives, en lui donnant une base technique que les prêtres et les voyageurs du passé n'avaient pas. Ce paradoxe nourrit un sentiment d'étrangeté. Plus la technologie progresse, plus le mystère s'épaissit. Chaque nouvelle mesure semble confirmer l'existence d'anomalies, mais chaque tentative de fouille se heurte à des refus ou à des lenteurs administratives. C'est comme si le plateau de Gizeh imposait lui-même une limite, comme si le savoir devait rester voilé malgré nos outils modernes. Au-delà des instruments scientifiques, certaines théories voient dans ces interdits une volonté humaine. Elles avancent que des découvertes majeures ont déjà été faites, mais qu'elles furent délibérément cachées pour préserver l'ordre académique et politique. Ces théories, bien que souvent rejetées, trouvent un écho dans la histoire des sciences. Combien de fois des savoirs dérangeants ont-ils été étouffés avant d'être reconnus des siècles plus tard ? Le mystère de Gizeh, dans cette perspective, ne serait pas seulement gardé par le sable, mais aussi par des mains humaines. Le désert, lui, demeure indifférent.
Les pyramides continuèrent de projeter leur ombre et le sphinx de fixer l'horizon de son regard de pierre. Mais sous leur base, les scanners ont vu ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Leurs signaux résonnent comme des chuchotements venus d'en bas, des échos d'un monde scellé. Et ces échos, loin d'éclairer le mystère, le rendent ce plus dense, plus insaisissable. Ce que les technologies modernes nous apprennent, c'est que l'inconnu est toujours là. Elles prouvent que le mystère n'est pas une simple invention de l'imaginaire collectif, mais qu'il repose sur des données concrètes, mesurables, répétées. Et pourtant, elles nous rappellent aussi que la connaissance ne se réduit pas à l'accumulation de chiffres et d'images, car même avec les outils les plus sophistiqués, nous restons à la surface d'un secret que nous ne pouvons pénétrer. Le plateau de Gizeh, à travers ses révélations interdites, conserve son rôle premier, celui d'un seuil. Un seuil où la science, l'histoire et le mythe se rencontrent, mais sans jamais se fondre. Les technologies nous montrent l'existence de vides, mais elles ne disent rien de leur nature. Elles confirment la présence de chambres, mais elles laissent ouverte la question de leur contenu. Elles nous rapprochent du mystère, mais elles ne nous en délivrent pas la clé. Ainsi, même à l'ère moderne, Gizeh demeure fidèle à lui-même, un lieu qui attire, qui questionne, qui dérange. Les instruments les plus avancés n'ont pas dissipé son aura, ils l'ont renforcée. Car ils ont prouvé que quelque chose existe, mais que ce quelque chose se refuse encore à nous. Et peut-être est-ce là la véritable leçon. Le mystère n'est pas destiné à être résolu, mais à être vécu. Les technologies modernes ne font que confirmer ce que les prêtres, les voyageurs et les archéologues pressentaient en déjà, qu'il existe sous Gizeh un monde parallèle, invisible, où reposent les fragments d'une mémoire oubliée. De cette énigme contemporaine, nous glissons maintenant vers une autre question brûlante. Pourquoi ces révélations, lorsqu'elles surgissent, sont-elles si vite étouffées ? Pourquoi les médias et les institutions préfèrent-ils recouvrir d'un voile ce que les instruments dévoilent ? Ce silence orchestré nous conduit au cœur d'une controverse, celle du rôle des médias, du discours académique et du pouvoir face à un mystère qui persiste. Lorsque les premiers résultats des scanners modernes furent rendus publics, l'écho dans la presse internationale fut immédiat. Des titres sensationnels apparurent, annonçant la découverte de cavités inconnues dans la Grande Pyramide, de chambres suspectes sous le Sphinx. Des images thermiques et des relevés sismiques vinrent alimenter les spéculations et, durant quelques jours, le monde entier sembla suspendu à la promesse d'une révélation. Mais cet emballement fut rapidement suivi d'un brusque retour au calme. Les autorités égyptiennes publièrent des communiqués plus mesurés, les universités relativisèrent les annonces, et peu à peu, l'enthousiasme s'éteignit. Ce cycle, fait d'excitations brèves et de silences prolongés, allait se répéter à plusieurs reprises, renforçant l'impression que quelque chose se jouait en coulisses. Les controverses médiatiques naissent souvent de cette tension entre ce que l'on révèle et ce que l'on tait. Un communiqué scientifique, en évoquant une anomalie thermique ou une cavité suspecte, se transforme vite, dans le langage journalistique, en chambre secrète ou salle interdite. Le mystère de Gizeh, déjà chargé de mythes anciens, attire naturellement les titres accrocheurs. Mais ces excès médiatiques servent ensuite de prétexte aux institutions pour minimiser, corriger, relativiser. Ainsi l'annonce devient controverse et la controverse s'éteint dans le silence. Ce mécanisme répété donne l'impression d'un jeu orchestré, laisser filtrer une part du mystère, puis la recouvrir aussitôt. Ce silence académique n'est pas toujours synonyme de dissimulation volontaire. Il reflète aussi la prudence des chercheurs, soucieux de ne pas alimenter des théories jugées fantaisistes. L'égyptologie, discipline née au XIXe siècle dans un contexte de rigueur scientifique, se méfie des interprétations trop audacieuses. Admettre l'existence de salles inconnues sous Gizeh, c'est ouvrir la porte à des hypothèses incontrôlables. Archives antédiluviennes, traces d'une civilisation oubliée, preuve d'un savoir interdit. Le risque est immense, voire des décennies de recherche méthodique englouties par le tumulte des spéculations. Ainsi, le réflexe est souvent de freiner, d'apaiser, de temporiser. Mais cette prudence a un effet paradoxal. Plus les institutions gardent le silence, plus elles alimentent les soupçons. Les chercheurs indépendants, frustrés par l'absence d'informations, multiplient leurs propres hypothèses. Certains publieront des ouvrages, d'autres diffusent des images ou des plans obtenus de manière informelle. Le public, pris entre des annonces officielles trop mesurées et des théories alternatives trop audacieuses, se retrouve au cœur d'une fracture. D'un côté, le discours académique, exigeant mais souvent frustrant.
De l'autre, le récit spéculatif, séduisant mais fragile. Entre les deux, le mystère se densifie. Les autorités égyptiennes jouent elles aussi un rôle central dans ce jeu d'ombre. Le plateau de Gizeh n'est pas seulement un site archéologique, c'est un symbole national, un trésor économique, un centre d'identité culturelle. Chaque découverte est un enjeu politique. Ouvrir une salle inconnue, c'est risquer de bouleverser l'image officielle de l'histoire pharaonique. C'est aussi susciter des convoitises internationales, attiser les débats sur la propriété des savoirs et des trésors. Dès lors, ce n'est pas surprenant que les permis de fouille soient le délivrés avec parcimonie, que les annonces soient mal contrôlées, que le discours officiel privilégie la continuité rassurante plutôt que la rupture. Ce silence orchestré alimente un autre phénomène, la prolifération des récits alternatifs. Dans les marges du discours académique, une littérature parallèle se développe, faite de théories interdites, de révélations supposées, de documents apocryphes. Certains y voient la preuve d'un complot visant à cacher la vérité. D'autres y trouvent une manière de prolonger le rêve, d'entretenir l'idée que Gizeh garde encore un secret immense. Qu'elle soit fondée ou non, ces voix contribuant à nourrir l'aura du site, à en faire non seulement un objet d'étude scientifique, mais aussi un mythe contemporain. Ce jeu constant entre révélation et occultation est lui-même une part du mystère, car ce que le public retient, ce n'est pas tant les données brutes que l'impression de secret. Le plateau de Gizeh devient ainsi un théâtre où s'affrontent deux forces, la rigueur de la science et la soif de l'imaginaire. Et dans cet affrontement, aucune des deux ne l'emporte. La science refuse de céder aux mythes, mais elle ne parvient pas à les dissiper. L'imaginaire, lui, prospère sur les silences de l'académie. On pourrait croire que ce mécanisme appartient uniquement à notre époque, façonné par les médias et l'instantanéité. Mais il prolonge en réalité une dynamique ancienne. Déjà, les prêtres de l'Antiquité sélectionnaient ce qu'ils révélaient, déjà les chroniqueurs grecs et arabes inséraient des zones d'ombre dans leurs récits. Le silence académique moderne n'est peut-être qu'une résonance contemporaine de cette tradition. Protéger certains savoirs, les envelopper de prudence, les maintenir dans un espace interdit. L'effet sur l'imaginaire collectif est puissant. Chaque fois que l'on parle d'une chambre secrète ou d'une anomalie, même brièvement, l'idée s'enracine. Elle persiste même après les démentis, même après les corrections. Le public oublie les nuances, mais garde l'intuition. Et cette intuition s'additionne à des siècles de récits similaires, renforçant l'impression que sous Gizeh il y a vraiment quelque chose et que ce quelque chose échappe volontairement à notre regard. Ainsi, la controverse médiatique et le silence académique ne s'opposent pas réellement, ils se complètent. Ensemble, ils entretiennent le mystère, lui donnent de nouvelles formes, le réinjectent dans l'imaginaire collectif. Les savants parlent de prudence, les médias parlent de révélation, et entre les deux, le désert continue de garder ses secrets. Mais ce jeu ne se limite pas à la confrontation entre science et presse. Il touche aussi à une question plus vaste qui traverse les siècles, celle des mythes de civilisations disparues, de mondes engloutis dont nous ne garderions que des fragments. Car si la chambre des archives existe, si des salles enfouies recèleraient vraiment un savoir oublié, alors cela implique qu'avant l'Égypte des pharaons, d'autres peuples, d'autres civilisations auraient déjà marché sur cette terre. C'est vers ce vertige que nous devons à présent nous tourner, le mythe persistant de civilisations antédiluviennes, qui plane comme une ombre derrière chaque anomalie détectée, chaque récit de salle secrète, chaque silence obstiné. Depuis les premiers récits transmis par les prêtres égyptiens aux voyageurs grecs, une idée obsédante a traversé les âges. L'humanité ne serait pas née une seule fois, mais plusieurs. Chaque cycle aurait vu l'essor d'une grande civilisation, puis sa disparition effacée par un cataclysme, une montée des eaux, une chute des étoiles ou un effondrement mystérieux. Ces mondes disparus auraient laissé des traces fragiles, parfois dissimulées, parfois transmises sous forme de mythes. Dans l'ombre des pyramides et du Sphinx, ces récits les trouvent une résonance particulière. Car si une chambre des archives existe vraiment, si des tunnels et des salles secrètes sommeillent sous Gizeh, alors peut-être abrite-t-il la mémoire d'un temps plus ancien que celui des pharaons. Les traditions les plus célèbres de civilisations antédiluviennes viennent de textes anciens. La plus connue est celle de l'Atlantide, décrite par Platon comme une île puissante dotée d'une technologie et d'une organisation avancée, engloutie par l'océan à la suite d'un cataclysme. Les prêtres égyptiens, selon Platon, auraient confié cette histoire aux sages grecs, affirmant que l'Atlantide avait existé 9000 ans avant leur rencontre.
Si l'on prend ce récit au sérieux, il remonte à une époque bien plus ancienne que l'Égypte pharaonique. Ce détail dérangeant nourrit depuis des siècles l'idée que Gizeh pourrait garder les traces d'un héritage atlante, transmis en secret par ceux qui auraient survécu au cataclysme. Mais l'Atlantide n'est pas seule. D'autres traditions, venues d'Orient ou d'Amérique, racontent des histoires similaires. Les textes mésopotamiens parlent d'un déluge universel, au cours duquel les dieux auraient choisi de sauver certains hommes en leur confiant des savoirs sacrés. Les récits hindous évoquent l'un des cycles cosmiques où les civilisations naissent, prospèrent, puis disparaissent avant de renaître. En Amérique, les mythes mayas et aztèques parlent de soleils successifs, chacun correspondant à un âge détruit par une catastrophe. Toutes ces légendes convergent vers une même intuition. L'histoire humaine est plus vaste que ce que nous croyons, marquée par des destructions et des recommencements. Sous le plateau de Gizeh, cette intuition prend une intensité particulière, car les monuments qui s'y dressent semblent déjà appartenir à une autre époque. Leur perfection géométrique, leur orientation astronomique, leur échelle monumentale suscitent encore des interrogations. Certains chercheurs affirment que l'érosion du Sphinx trahirait une ancienneté bien plus grande que les dynasties connues. Si cela est vrai, alors le Sphinx serait un témoin d'une civilisation antérieure, une sentinelle du monde d'avant. Dans ce cas, les tunnels et chambres évoqués depuis des siècles pourraient être les derniers vestiges d'un âge oublié, préservés sous la pierre et le sable. Les mythes de civilisation antédiluvienne trouvent aussi un écho dans la symbolique égyptienne. Les textes anciens parlent d'un temps mythique, celui de Zep-Tépi, le premier temps. Selon ces récits, les dieux auraient un marché sur terre, guidant les hommes, leur enseignant l'art de bâtir, d'écrire et d'observer le ciel. Beaucoup d'égyptologues interprètent Zep-Tépi comme un mythe cosmogonique, une simple manière de représenter l'origine. Mais d'autres y voient la trace d'une mémoire réelle, celle d'un âge antérieur, transmis sous forme de récits sacrés pour survivre aux destructions. Dans ce cadre, les monuments de Gizeh seraient autant de marqueurs dressés pour rappeler la gloire d'un monde disparu. Cette perspective séduit autant qu'elle inquiète. Car si des civilisations puissantes ont existé avant nous, si elles ont possédé un savoir avancé, pourquoi ont-elles disparu ? Ont-elles été détruites par les forces de la nature, par leur propre hubris, ou par un ordre plus mystérieux encore ? Ces questions posées à travers les mythes trouvent un écho troublant dans notre époque moderne. Elles rappellent que la fragilité est inscrite au cœur de toute civilisation, que rien n'est immuable, pas même les plus grandes œuvres. Les partisans des civilisations antédiluviennes insistent sur un autre point. Le savoir ancien ne disparaît jamais totalement. Il se cache, il se transmet, parfois de manière fragmentaire. Les pierres de Gizeh, selon eux, seraient autant de pages d'un livre pétrifié. Les galeries souterraines, si elles existent, seraient des archives de pierres destinées à traverser le temps jusqu'à ce qu'une humanité future soit prête à les redécouvrir. L'idée d'une mémoire volontairement dissimulée, protégée contre les déluges et les guerres, rejoint alors celle de la chambre des archives des prêtres de Ra. Il est possible que ces récits ne soient que des projections, que des tentatives de donner sens à ce qui dépasse notre compréhension. Mais même comme mythe, ils possèdent une force particulière, car ils rappellent que l'homme n'est pas maître de son histoire, qu'il était peut-être l'héritier d'un passé qui le précède et le dépasse. Cette idée nourrit un sentiment d'humilité, mais aussi de vertige. Elle transforme Gizeh en seuil, non pas seulement un lieu du passé égyptien, mais une porte vers un temps plus ancien encore, dont nous n'avons que des fragments d'écho. Le silence officiel autour des anomalies détectées par les technologies modernes nourrit encore cette hypothèse. Car si l'on refuse d'explorer certaines cavités, c'est peut-être parce que ce qu'elles contiennent remettrait en cause la chronologie admise. Découvrir des traces d'une civilisation antédiluvienne bouleverserait non seulement l'égyptologie, mais toute notre compréhension de l'histoire humaine. Cela ouvrirait la possibilité que notre civilisation ne soit qu'un recommencement, une étape parmi d'autres dans une série de mondes successifs. Ce vertige est précisément ce qui donne tant de force aux mythes. Ils ne disent pas seulement « il y eut une civilisation avant nous », ils disent « ce qui a été peut être encore ». Ils nous rappellent que nous ne sommes pas à l'abri du même destin, que l'oubli est toujours possible, que nos propres archives, nos propres monuments pourraient un jour disparaître, ne laissant que des fragments de légendes pour les générations futures. Dans ce miroir tendu par les mythes,
Gizeh devient alors le symbole d'une double mémoire, celle des pharaons, écrite dans la pierre, et celle, plus ancienne, peut-être perdue, dissimulée dans l'ombre des chambres souterraines. Une mémoire qui interroge notre propre fragilité et notre désir de permanence. Ainsi, les civilisations antédiluviennes ne sont pas seulement des récits lointains. Elles habitent encore notre imaginaire, parce qu'elles incarnent une question essentielle. Sommes-nous les premiers ou seulement les héritiers d'un monde effacé? Les galeries de Gizeh, qu'elles soient les réelles ou symboliques, nous renvoient sans cesse à cette interrogation. Et si un savoir oublié dort réellement sous la pierre, s'il a traversé les âges pour attendre d'être retrouvé, alors une autre question s'impose. Pourquoi ce savoir a-t-il été caché? Qui a décidé de le protéger, de le sceller dans l'ombre? C'est vers cette énigme que nous devons maintenant avancer. La théorie des connaissances perdues, celle qui aurait façonné les étoiles et les pierres, puis se serait éteinte, laissant derrière elle des monuments qui parlent en silence. Lorsque l'on contemple les pyramides de Gizeh, il est difficile de ne pas sentir la précision qui émane de leurs lignes. Malgré l'érosion, malgré les siècles qui les ont altérées, elles conservent une rigueur qui dépasse l'intuition ordinaire. Leur disposition, leur orientation, la relation qu'elles entretiennent avec le ciel, tout semble répondre à un ordre invisible. C'est cette impression qui nourrit depuis longtemps l'idée d'un savoir ancien, aujourd'hui perdu, que les bâtisseurs auraient en possédé. Un savoir qui unirait l'astronomie et la géométrie, non pas comme des disciplines séparées, mais comme un langage sacré, capable de relier la Terre aux étoiles. Les égyptologues classiques expliquent cette précision par l'observation attentive du ciel et par l'ingéniosité pratique des anciens ingénieurs. Mais certains chercheurs, sensibles au mystère, avancent une hypothèse plus audacieuse. Et si les Égyptiens, ou ceux qui les avaient précédés, avaient hérité d'une connaissance plus vaste transmise depuis un âge oublié? Ce savoir, selon eux, aurait guidé non seulement la construction des monuments, mais aussi leur symbolique profonde. La pyramide ne serait pas qu'une tombe monumentale, elle serait une équation de pierre, une carte gravée dans le sol reflétant un ordre cosmique. La disposition des 3 grandes pyramides de Gizeh illustre cette idée. Leur alignement, légèrement décalé, correspond à la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaissait dans le ciel de l'Antiquité. Cette correspondance n'est pas un hasard. Dans la mythologie égyptienne, Orion était associé à Osiris, le dieu de la renaissance et de l'éternité. Ainsi, les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux pour des rois, elles devenaient les réceptacles d'un dialogue entre les hommes et les dieux, entre la terre et le cosmos. Si l'on admet cette interprétation, il faut alors reconnaître que les bâtisseurs possédaient une connaissance astronomique d'une précision étonnante. La géométrie, elle aussi, joue un rôle central. La grande pyramide de Khéops, dans ses proportions, reflète des rapports qui semblent universels. La hauteur et la base s'articulent selon des relations que certains associent au cercle, au carré et à d'anciennes mesures sacrées. Ces correspondances ne sont pas seulement des curiosités mathématiques, elles traduisent une vision du monde où l'harmonie des formes rejoint l'harmonie du ciel. Construire la pyramide, c'était recréer en pierre l'ordre invisible de l'univers. Les partisans de la théorie des connaissances perdues estiment que de telles précisions ne peuvent s'expliquer uniquement par l'expérience empirique. Ils avancent même que les anciens auraient hérité d'un savoir transmis, peut-être depuis une civilisation antédiluvienne, et qu'ils auraient préservé ce savoir sous la forme de monuments et de symboles. Ce savoir ne serait pas seulement technique, il aurait aussi une dimension spirituelle. Car l'astronomie et la géométrie, dans cette perspective, ne servaient pas seulement à mesurer et à construire, mais à établir un lien sacré. Observer les étoiles, tracer des lignes parfaites, c'était entrer en résonance avec l'ordre divin. Dans les traditions ésotériques, cette idée est amplifiée. On y décrit la Grande Pyramide comme un livre de pierre, une archive codée renfermant les lois de l'univers. Ses dimensions, ses couloirs, ses angles seraient autant de symboles destinés à transmettre un savoir initiatique. Le voyage à l'intérieur de la pyramide, de la chambre basse à la chambre haute, serait une métaphore du voyage de l'âme, passant des ténèbres à la lumière. Ainsi, la géométrie n'était pas seulement une science, elle devenait un rite, un chemin de transformation. Les astronomes modernes, en étudiant le ciel ancien, confirment que les Égyptiens observaient avec une grande précision le mouvement des astres. Les solstices, les équinoxes, les levées héliaques de certaines étoiles étaient intégrés dans l'architecture des temples et des pyramides. Mais certains détails intriguent encore. Par exemple, certaines orientations
semblent correspondre non pas au ciel de l'époque pharaonique, mais à celui de périodes bien plus anciennes. Si ces correspondances sont exactes, elles suggèrent donc que le savoir utilisé remontait à une mémoire plus profonde, préservée à travers les âges. La notion de géométrie sacrée, elle, dépasse l'Égypte. On la retrouve dans d'autres civilisations, de la Mésopotamie à l'Amérique précolombienne, en passant par l'Inde et la Chine. Partout, les bâtisseurs semblent avoir utilisé des proportions et des formes qui reflètent les mêmes de principes: le cercle, le carré, la spirale, les rapports harmoniques. Cette universalité nourrit l'idée qu'il existait autrefois un langage commun, un savoir partagé, transmis sous des formes adaptées à chaque culture. Gizeh, dans ce cadre, serait l'un des témoignages les plus puissants de cette tradition universelle. Ce savoir perdu fascine parce qu'il ouvre un espace d'inconnu. Si les bâtisseurs de Gizeh possédaient une telle connaissance, où l'ont-ils acquise? Était-ce le fruit d'observations patientes accumulées sur des millénaires? Était-ce un héritage venu d'une civilisation plus ancienne, disparue dans un cataclysme? Ou était-ce, comme certains le suggèrent, un don des dieux, un legs d'entités supérieures venues enseigner aux hommes les secrets du ciel et de la pierre? Ces hypothèses, si différentes soient-elles, convergent toutes vers une même énigme. La mémoire de ce savoir a été perdue, volontairement ou par oubli. Aujourd'hui, nous contemplons les pyramides avec nos instruments, nos calculs, nos théories. Nous y voyons des tombeaux, des observatoires, des symboles. Mais peut-être nous échappe-t-il l'essentiel, la manière dont ces connaissances étaient vécues par ceux qui les détenaient. Non. Pour eux, l'astronomie et la géométrie n'étaient pas des sciences abstraites, mais des expériences existentielles. Regarder le ciel, tracer une ligne parfaite, bâtir une pierre selon une proportion sacrée, tout cela revenait à participer à l'ordre du cosmos, à inscrire l'humain dans le tissu de l'univers. La théorie des connaissances perdues nous rappelle ainsi une vérité simple. Ce que nous appelons savoir n'est jamais définitif. Il y a toujours une part oubliée, toujours une mémoire enfouie. Gizeh, dans sa grandeur silencieuse, en est le témoin. Ces lignes parfaites, ces alignements célestes, ces proportions mystérieuses nous disent donc que quelque chose fut connu, puis effacé. Et si ce savoir s'est perdu, il reste peut-être protégé, dissimulé volontairement dans les profondeurs du plateau, car la mémoire n'est pas seulement une question de transmission, elle est aussi une question de protection. Certains savoirs peuvent être jugés trop puissants pour être laissés entre toutes les mains. Cette idée nous mène vers une autre dimension du mystère, celle des gardiens du secret, ces forces humaines ou spirituelles, comme Al-Ahir, qui veilleraient à ce que certaines vérités ne soient ni révélées qu'au moment opportun. Depuis toujours, le savoir est à la fois une lumière et un danger. Ce que l'on connaît peut élever, mais aussi menacer. Ce que l'on révèle peut libérer, mais aussi bouleverser. C'est pourquoi chaque civilisation a, d'une manière ou d'une autre, établi des frontières autour de ce qui devait être transmis et de ce qui devait rester caché. En Égypte, cette frontière prit souvent la forme des prêtres, des souverains et des traditions sacrées. Mais à travers le temps, d'autres gardiens du secret se sont succédés. Institutions religieuses, autorités politiques, chercheurs prudents. Tous semblent se jouer un rôle identique. Protéger certains savoirs, interdire leur diffusion, maintenir l'ombre là où trop de lumière pourrait déranger. Le plateau de Gizeh, avec ses pyramides et ses galeries de supposés, est un parfait théâtre de ce mécanisme. Car s'il y a bien quelque chose d'enseveli sous la pierre et le sable, ce n'est pas seulement de la roche ou des chambres vides, c'est une mémoire. Et une mémoire peut être plus explosive qu'un trésor. Les prêtres de l'Antiquité l'avaient compris. Révéler trop tôt un savoir ancien, c'était risquer de bouleverser l'équilibre du monde des vivants. Ils choisirent donc de sceller, d'envelopper de symboles, de réserver l'accès à ceux qui avaient franchi l'initiation. Les temples et les hiéroglyphes n'étaient pas des livres ouverts, ils étaient sans des codes, réservés à ceux qui savaient lire entre les lignes. Avec le temps, ce rôle des prêtres a changé de visage, mais il n'a pas disparu. Dans l'Antiquité tardive, les savoirs de l'Égypte furent transmis à d'autres ordres, à d'autres traditions religieuses. Certaines écoles mystiques grecques et romaines reprirent les symboles, les intégrant à leur propre système. Plus tard, dans le monde arabe médiéval, les savants qui traduisaient tant les textes anciens conservaient eux aussi une certaine prudence. Ils transcrivaient dans des fragments, mais jamais l'ensemble. Le savoir circulait, mais toujours accompagné de zones d'ombre, comme si une règle tacite imposait de ne pas tout livrer.
À l'époque moderne, le rôle de gardien prit une forme différente. Ce ne furent plus des prêtres vêtus de lin ou des scribes dans leur sanctuaire, mais des institutions académiques, des gouvernements, des services archéologiques. Ces nouveaux gardiens ne parlaient pas de Dieu ou de rite, mais de méthodologie, de scientificité, de rigueur académique. Pourtant, leur fonction ressemblait à celle des anciens, décider de ce qui pouvait être dit et de ce qui devait être tu. Chaque fois qu'une anomalie est détectée sous le sphinx, chaque fois qu'une cavité apparaît dans les relevés, un processus de contrôle s'active. Les rapports sont examinés, les publications modérées, les annonces calibrées. On parle de prudence scientifique, mais certains y voient une volonté délibérée d'empêcher la diffusion de vérités dérangeantes. Pourquoi cette réticence ? Parce que la connaissance n'est jamais neutre. Admettre l'existence d'une chambre inconnue sous Gizeh, c'est ouvrir la porte à toutes sortes d'interprétations. Archives d'une civilisation oubliée, traces de savoir antédiluvien, preuves d'un passé plus ancien que celui que nous enseignons. Une telle découverte bouleverserait l'ordre établi, non seulement académique, mais aussi politique et religieux. Elle pourrait redéfinir l'identité d'un peuple, l'histoire d'une civilisation, voire l'origine de l'humanité. Un tel séisme n'est pas anodin. Il remettrait en cause des certitudes millénaires. Les gardiens du secret, qu'ils soient prêtres ou académiciens, ne cherchent pas forcément à tromper. Ils cherchent souvent à protéger. Protéger un ordre fragile, protéger la stabilité des croyances, protéger l'équilibre du pouvoir. Car le savoir est une arme, et une arme mal utilisée peut détruire autant qu'elle éclaire. Mieux vaut alors, pense-t-il, garder certaines portes fermées, au moins jusqu'à ce que l'humanité soit prête. Mais cette prudence engendre un autre effet, le soupçon. Chaque silence, chaque refus de fouille, chaque explication incomplète nourrit la conviction que quelque chose est volontairement caché. Les chercheurs indépendants, les écrivains, les voyageurs s'engouffrent dans ces interstices, construisant leur propre récit. Ainsi, le rôle des gardiens n'est jamais neutre. En voulant protéger, ils entretiennent aussi l'imaginaire, renforçant le pouvoir du mystère. Ce jeu entre protection et soupçon se retrouve dans l'histoire des grandes institutions religieuses. Pendant des siècles, certains textes anciens furent interdits, certains manuscrits condamnés comme hérétiques. Pourtant, ces interdictions ne firent qu'attiser le désir de savoir. De la même manière, le plateau de Gizeh, entouré d'interdits et de prudence, devient un aimant pour la curiosité. Le secret attire plus que la révélation. Ce que l'on nous refuse devient plus précieux que ce que l'on nous donne. Le pouvoir politique, lui aussi, trouve intérêt à contrôler le récit. Pour l'Égypte moderne, Gizeh est un symbole national et un patrimoine économique immense. Chaque annonce, chaque découverte a un impact sur le tourisme, sur l'image du pays, sur sa place dans le monde. Il est donc logique que les autorités choisissent leurs mots avec soin, qu'elles privilégient une version stable et cohérente plutôt qu'une ouverture aux spéculations. Mais ce choix, encore une fois, entretient l'idée d'un contrôle volontaire. Ainsi, les gardiens du secret ne sont pas une catégorie unique. Ils changent de forme selon les époques, prêtres, scribes, moines, savants, fonctionnaires, archéologues. Mais tous incarnent la même fonction, maintenir un équilibre fragile entre savoir et silence. Leur rôle n'est pas toujours de dissimuler par malveillance, mais de retenir ce qui pourrait ébranler. Dans cette retenue, ils deviennent des personnages ambigus, protecteurs ou censeurs, guides ou obstacles. Ce mécanisme n'est pas propre à Gizeh. On le retrouve dans d'autres lieux sacrés, d'autres civilisations, où des archives furent dissimulées, des bibliothèques brûlées, des temples murés. Mais à Gizeh, il prend une intensité particulière car le site est universellement reconnu, scruté par les yeux du monde entier. Le secret y est d'autant plus puissant qu'il est partagé par tous. Chacun sait qu'il y a quelque chose, mais personne ne peut dire quoi. Ce rôle des gardiens du secret soulève une question fondamentale. À qui appartient la mémoire de l'humanité ? Est-elle un bien commun que chacun a le droit de connaître ? Ou est-elle une puissance trop fragile pour être livrée sans précaution ? Les réponses divergent, mais le plateau continue d'incarner cette tension. Chaque pierre, chaque ombre, chaque silence y est marqué par la présence invisible de ceux qui décident ce qui doit rester voilé. Et si ces gardiens ont traversé les siècles, ce n'est pas seulement pour protéger le passé, c'est aussi pour préparer l'avenir. Car la mémoire interdite, si elle existe, ne peut être révélée qu'au moment où elle trouvera un sens. Peut-être n'est-ce pas encore le temps. Peut-être faut-il attendre que notre civilisation, elle aussi, franchisse certaines étapes avant de recevoir ce legs. De cette question de pouvoir et de silence, nous passons naturellement à une perspective plus large.
car Gizeh n'est pas le seul lieu au monde à être entouré d'ombres et de récits interdits. D'autres cités enfouies, d'autres temples engloutis, d'autres sanctuaires oubliés racontent dans la même histoire, celle d'une humanité qui cache autant qu'elle révèle. Pour comprendre Gizeh, il faut donc le comparer à ces autres mondes disparus, ces cités perdues dont les ruines, comme des échos, résonnent avec les sables d'Égypte. Le mystère qui enveloppe Gizeh n'est pas unique. À travers le monde, d'autres lieux portent les mêmes marques de silence, les mêmes cicatrices d'un passé enfoui. Des cités entières ont disparu, avalées par la mer, recouvertes par la terre, effacées par le feu ou l'oubli. Et chacune de ces disparitions semble résonner avec l'hypothèse d'une cité cachée sous le plateau égyptien. Comparer ces mondes perdus permet d'élargir la perspective. Gizeh n'est pas seulement un mystère isolé, mais un écho parmi d'autres dans la grande mémoire de l'humanité. L'Atlantide, récit fondateur transmis par Platon, incarne la cité engloutie par excellence. Décrite comme puissante et avancée, elle aurait disparu en une nuit et un jour, avalée par les flots. Ce récit, transmis comme une leçon morale, a pourtant nourri l'idée qu'un savoir immense a pu disparaître soudainement. Si l'Atlantide n'est qu'un mythe, elle reflète malgré tout une intuition. L'histoire humaine est marquée par des pertes brutales. Gizeh, avec ses chambres supposées, pourrait alors jouer un rôle analogue. Le souvenir figé d'une mémoire menacée, un fragment préservé contre l'oubli qui a balayé d'autres mondes. En Méditerranée, plusieurs cités disparues rappellent cette image. Près d'Alexandrie, les ruines d'Héracléon et de Canope furent retrouvées sous la mer, englouties par un tremblement de terre et un raz-de-marée. Ces villes prospères avaient en disparu des cartes pendant plus d'un millénaire, jusqu'à ce que des plongeurs et des archéologues les redécouvrent. Leurs temples, leurs statues et leurs objets intacts démontrent que le sable et l'eau savent conserver les secrets plus longtemps que la mémoire humaine. Ce qui fut considéré comme un mythe se révéla réel. À travers ces exemples, on comprend que l'hypothèse d'une cité cachée sous Gizeh n'est pas absurde. L'histoire a prouvé que des villes entières pouvaient disparaître et réapparaître bien des siècles plus tard. Plus à l'est, en Mésopotamie, on raconte que la cité d'Uruk, berceau des légendes de Gilgamesh, possédait des souterrains immenses, des archives gravées sur des tablettes d'argile dont beaucoup furent perdus dans les ravages du temps. Lorsque les archéologues redécouvrirent certaines de ces tablettes, ils y lurent des récits de déluges, de rois mythiques et de savoirs venus d'un autre âge. Là encore, la mémoire enfouie se révéla plus riche que ce que l'on imaginait. Gizeh, dans ce miroir, semble participer de la même logique. Un lieu qui, sous ses pierres, conserve peut-être des fragments d'une histoire plus vaste que celle que nous croyons connaître. En Amérique du Sud, les cités Inca et pré-Inca témoignent également de ce phénomène. Machu Picchu, endormi dans les montagnes péruviennes, resta invisible aux regards occidentaux jusqu'au début du XXe siècle. Son isolement, sa préservation, en firent une découverte stupéfiante. Mais au-delà de ce site célèbre, d'autres cités demeurent encore cachées dans la jungle amazonienne, recouvertes par la végétation. Chaque découverte révèle une sophistication architecturale et astronomique inattendue, laissant supposer que de nombreuses pages de l'histoire américaine restent encore à écrire. Les tunnels de Gizeh résonnent avec ces cités. Tous participent de l'idée que l'humanité enterre autant qu'elle bâtit. Sous les eaux du golfe de Cambay, en Inde, des explorations sous-marines ont révélé ce que certains considèrent comme les vestiges d'une cité engloutie, vieille de plusieurs millénaires. Les structures détectées semblent artificielles, mais leur âge supposé remettrait en cause l'histoire connue de la région. Bien que contestée, cette découverte illustre une fois encore la récurrence du thème. Des civilisations surgissent, prospèrent, disparaissent, et leurs traces le dorment sous l'eau, sous la terre ou sous le sable. En Turquie, les fouilles de Göbekli Tepe ont bouleversé les certitudes modernes. Ce site, vieux de plus de 10 000 ans, révèle une architecture monumentale érigée par une société que l'on pensait incapable d'un tel savoir. Les pierres gravées, les cercles rituels, témoignent d'un monde disparu dont nous ignorons presque tout. Or, Göbekli Tepe fut volontairement enfoui par ceux qui l'avaient bâti, comme si ses créateurs avaient voulu le préserver ou l'effacer. Ce geste volontaire résonne avec l'hypothèse de Gizeh. Et si certaines parties du plateau avaient été scellées délibérément, non par accident, mais par choix conscient? Ces parallèles montrent que l'oubli n'est jamais total. Ce qui disparaît réapparaît un jour, souvent par hasard, souvent au moment où l'on ne s'y attend plus.
Gizeh, dans ce contexte, semble être à la fois visible et invisible, un monument sous nos yeux, mais qui cache encore son véritable visage. Comme Héracléon sous la mer, comme Göbekli Tepe sous la terre, comme les cités mayas sous la jungle, il pourrait révéler un jour un monde enfoui. Mais pourquoi ces cités furent-elles perdues, puis retrouvées? Souvent des catastrophes naturelles en furent la cause, séismes, raz-de-marée, inondations. Parfois ce furent les hommes eux-mêmes, guerre, destruction volontaire, effacement religieux. Dans tous les cas, une logique semble se répéter. Ce que l'on veut cacher ou ce que la nature ensevelit finit par ressurgir, car la mémoire de l'humanité est plus tenace que l'oubli. Le parallèle entre Gizeh et ces autres cités renforce l'intuition que le mystère n'est pas une exception, mais une constante. Partout des traces de mondes disparus attendent sous nos pas. Partout, la terre garde le souvenir de ce que l'homme a cru pouvoir effacer. La différence est que Gizeh, de par son importance symbolique, concentre sur elle seule toutes ces interrogations. Elle devient une sorte de résumé du mystère universel, un lieu où la question des cités enfouies prend sa forme la plus éclatante. Et ce qui lie toutes ces histoires, de l'Atlantide à Göbekli Tepe, c'est la même idée. Nous ne connaissons pas toute notre histoire. Nous n'avons entre les mains que des fragments, et ces fragments sont trompeurs, car ils laissent croire que nous possédons la totalité. Mais le sable, l'eau et la pierre conservent des bibliothèques silencieuses, prêtes à bouleverser nos certitudes au moment où elles se révèlent. Ainsi, Gizeh n'est pas isolée. Elle appartient à un réseau de mystères planétaires. Elle fait écho à d'autres lieux, d'autres mémoires, d'autres enfouissements. Mais c'est précisément ce qui lui donne son pouvoir. Concentrer en un seul plateau la somme des interrogations que l'humanité projette sur ces cités perdues. Et après avoir parcouru ces parallèles, une question se dessine avec encore plus de netteté. Pourquoi ces mystères perdurent-ils, même après des fouilles, même après des découvertes? Pourquoi le poids du silence reste-t-il plus fort que les révélations? Pour répondre, il faut comprendre la nature du mystère lui-même, son rôle dans nos sociétés et la manière dont science et interdit se rencontrent pour préserver l'inconnu. Le plateau de Gizeh repose sous une tension permanente, comme une corde tendue entre deux mondes. D'un côté, celui de la science, armée de méthodes, de fouilles et d'outils modernes, cherchant à dévoiler ce qui se cache sous les pierres. De l'autre, celui des interdits, des silences, des limites que l'on ne franchit pas. Entre ces deux pôles, un espace étrange subsiste, fait de rumeurs, de soupçons et de légendes. C'est dans cet interstice que s'installe le mystère, et c'est là qu'il prend tout son poids. La science a pour vocation de dissiper les ombres. Depuis le XIXe siècle, elle a fait tomber une à une les illusions qui entouraient tant l'Égypte ancienne. Elle a déchiffré les hiéroglyphes, daté les monuments, étudié les dynasties. Elle a ramené le monde des pharaons du domaine du mythe à celui de l'histoire. Mais lorsqu'elle se tourne vers les zones d'ombre de Gizeh, les tunnels, les cavités, les chambres invisibles, la science se heurte à une frontière. Non pas parce qu'elle manque de moyens, mais parce qu'elle se confronte à l'inconnu, à l'imprévisible, à ce qui pourrait bouleverser ses propres fondations. Car le mystère n'est pas seulement une absence de savoir, il est aussi une force active. Il attire, il trouble, il dérange. Il oblige à poser des questions que l'on préférerait éviter. Que se passerait-il si l'on découvrait une archive d'un âge antérieur, plus ancien que toutes nos chronologies? Que deviendraient dans nos récits historiques et en nos certitudes académiques, en nos doctrines religieuses? Le poids du mystère vient précisément de cette possibilité, celle de remettre en cause l'ordre établi. Et c'est pourquoi tant d'interdits l'entourent. Ces interdits lui prennent plusieurs formes. Certains sont matériels. Autorisation de fouilles refusée, zones interdites aux chercheurs, cavités laissées scellées. D'autres sont discursifs. Publications incomplètes, résultats atténués, annonces minimisées. Ces barrières ne sont pas toujours posées par malveillance. Elles traduisent dans parfois une simple prudence, la crainte de nourrir des théories extrêmes, de perdre le contrôle sur l'interprétation des découvertes. Mais pour le public, ces silences résonnent comme des aveux. Plus on nous interdit, plus on soupçonne que quelque chose doit être protégé. Le mystère, dans ce cadre, fonctionne comme une énigme volontaire. Il ne persiste pas seulement parce qu'on ne sait pas, mais aussi parce qu'on ne veut pas tout savoir. Gizeh devient ainsi un théâtre où la vérité est fragmentée, filtrée, distillée. Ce que nous recevons n'est qu'une part du récit, et cette part est toujours accompagnée d'une ombre plus large. C'est cette ombre qui donne au site son aura. Sans elle, les pyramides seraient peut-être de simples vestiges, admirables mais muets.
Avec elles, elles deviennent des seuils, des portes fermées vers l'inconnu. Le poids du mystère s'exprime aussi dans la manière dont il nourrit l'imagination collective. Chaque génération projette ses propres angoisses et ses propres espoirs sur Gizeh. Au XIXe siècle, les voyageurs romantiques y voyaient un monde initiatique, un labyrinthe pour l'âme. Au XXe siècle, on y projeta des visions de civilisations antédiluviennes, de savoirs technologiques disparus. Aujourd'hui, à l'ère numérique, Gizeh devient le terrain des controverses médiatiques, des débats en ligne, des spéculations mondiales. Le mystère s'adapte, il prend la forme du temps qui le contemple, mais il ne s'agit pas d'une simple projection. Car chaque fois que l'on croit pouvoir réduire Gizeh à une énigme inventée, des faits concrets surgissent. Des cavités détectées sous le sphinx, des anomalies thermiques des lamines dans les pyramides, des récits anciens décrivant des galeries. Ces fragments entretiennent en seule attention. Trop solides pour être ignorés, trop fragiles pour être confirmés. Ils empêchent le mystère de se dissiper. Ainsi, le plateau devient un espace liminal entre savoir et interdit. Il nous enseigne que certaines vérités ne se livrent pas entièrement, qu'elles résistent même à la technologie la plus avancée. Peut-être est-ce là une forme de protection, non imposée par des institutions, mais inscrite dans le lieu lui-même. Comme si Gizeh avait été conçu pour défier la curiosité, pour rappeler à l'homme que tout ne peut être dévoilé. Le poids du mystère agit alors comme une épreuve. Ceux qui l'approchent doivent apprendre à supporter l'incertitude, à vivre avec l'inachevé. C'est une leçon difficile, car l'esprit humain cherche la clarté, la conclusion, la certitude. Mais Gizeh nous rappelle que l'histoire n'est pas une ligne continue, qu'elle est faite de vide, de silence, de trous noirs. Accepter cela, c'est reconnaître que le savoir humain est toujours partiel, toujours menacé par l'oubli. Ce silence n'est pas un vide, il est plein de signification. Il suggère que derrière les pierres, derrière les galeries, derrière les interdits, se cache une vérité plus vaste, une vérité qui n'est peut-être pas destinée à être connue entièrement. Le mystère, dans ce sens, n'est pas un échec du savoir, mais une dimension de l'expérience humaine. Il nous rappelle que l'univers, l'histoire et la mémoire sont toujours plus grands que ce que nous pouvons contenir. Le poids du mystère, enfin, est aussi une responsabilité, car ce que nous choisissons de révéler ou de taire façonne la conscience collective. Les scientifiques, les autorités, les gardiens du secret portent ce poids. Mais chacun de nous, en contemplant Gizeh, le ressent aussi. Nous participons à ce jeu d'ombre, en projetant nos propres désirs sur ces pierres. Le mystère vit de notre regard, de notre attente, de notre refus de nous contenter de ce que l'on nous dit. Ainsi, entre science et interdit, le plateau de Gizeh demeure suspendu. Ni entièrement expliqué, ni totalement inconnu, il habite cet espace fragile où l'imagination et la rigueur se confrontent. Et c'est peut-être là son véritable rôle, être un rappel permanent que l'histoire n'est pas close, que le passé n'est pas figé, que la vérité elle-même peut être voilée. De ce poids du mystère, une dernière étape nous attend. Car après avoir exploré les récits anciens, les découvertes modernes, les mythes et les interdits, il reste une question ultime. Que nous dit ce silence en lui-même ? Non pas sur l'histoire ou sur les civilisations, mais sur nous, sur notre rapport au temps, à la mémoire, à l'inconnu. C'est dans ce silence que se trouve peut-être la réponse la plus profonde. Le plateau de Gizeh est un lieu où le temps se confond avec l'éternité. À chaque pas, le sable crisse sous les pieds, comme s'il répercutait des siècles de mémoire. Les pierres massives des pyramides s'élèvent envers le ciel avec une lenteur figée, défiant les vents, le soleil, et les hommes qui ne cessent de les interroger. Pourtant, au-delà des formes visibles, ce qui marque le plus le voyageur attentif, c'est le silence. Un silence qui n'est pas une absence de son, mais une présence palpable, dense, presque oppressante. Ce silence est peut-être le véritable message de Gizeh. À travers toutes les époques, ceux qui ont contemplé ce lieu en sont ressortis avec une impression similaire. Quelque chose échappe. Hérodote, Napoléon, les archéologues modernes, les chercheurs indépendants, tous ont approché les pierres avec leurs outils, leurs récits, leurs ambitions, et tous ont buté sur un vide qui ne veut pas se combler. Ce silence n'est pas passif, il agit. Il résiste aux interprétations, il avale les hypothèses, il renvoie chacun à sa propre ignorance. Et plus on le confronte, plus il semble s'épaissir. Ce que nous dit ce silence, c'est d'abord que l'histoire n'est jamais complète. Les pyramides, le sphinx, les temples voisins sont des fragments, des éclats d'un ensemble que nous ne parvenons pas à reconstituer. Le plateau ressemble à une phrase dont des mots entiers auraient en disparu, laissant des blancs qu'aucune traduction ne peut combler.
Le silence souligne ces absences comme pour rappeler que toute connaissance humaine est provisoire, fragile, partielle. Mais ce silence dit aussi quelque chose de plus intime. Il parle de nous. Car si nous percevons ce vide comme une énigme, c'est parce que nous sommes incapables d'accepter que tout ne puisse pas être révélé. Nous avons besoin de réponses, de chronologie, de certitude. Nous voulons croire que l'histoire est une ligne claire, sans trou ni ombre. Pourtant, Gizeh nous enseigne l'inverse. L'histoire est faite de lacunes, et c'est dans ces lacunes que se trouve son vrai pouvoir. Il est possible que sous Gizeh se trouvent réellement des chambres scellées, des galeries invisibles, peut-être même des archives d'un monde oublié. Il est tout aussi possible que ces cavités ne soient que des illusions géologiques, que la mémoire d'âges antérieurs ne soit qu'un rêve façonné par les mythes. Mais dans les deux cas, le silence a le même effet. Il nous confronte à l'incertitude. Et cette incertitude, loin d'être un échec, est une leçon. Elle nous apprend que le savoir n'est pas une conquête définitive, mais une quête inachevée. Le silence de Gizeh n'est pas vide de sens, il est rempli de questions. Pourquoi ces monuments furent-ils construits avec une telle précision ? Pourquoi leur orientation semble-t-elle dialoguer avec les étoiles ? Pourquoi des traditions si diverses, de l'Atlantide à Zep-Tepi, convergent-elles toutes vers l'idée d'un savoir perdu ? Et pourquoi, à chaque fois que la science moderne croit frôler une réponse, le silence reprend le dessus, étouffant l'écho de nos découvertes ? Ces questions sont les véritables trésors du plateau, plus précieux que n'importe quel objet enfoui. Il faut aussi entendre ce silence comme un avertissement. Les mythes de civilisation disparus, les récits de déluge, les ruines englouties rappellent que rien n'est éternel. Le silence de Gizeh nous parle du temps comme d'une force qui efface tout, même les plus grandes œuvres. Si les bâtisseurs ont voulu graver un message dans la pierre, c'était peut-être pour lutter contre cette force, pour inscrire une trace qui défierait l'oubli. Mais même eux, avec leurs colosses, n'ont pas échappé au voile du mystère. Leurs noms, leurs visages, leurs intentions véritables se sont perdus. Ne reste que des formes immenses, muettes, qui continuent d'un temps d'interroger. Dans ce sens, le silence est une mémoire en soi. Une mémoire paradoxale qui ne transmet pas de réponse, mais qui garde intacte la force de la question. En contemplant Gizeh, on ne reçoit pas un savoir clair. On reçoit une invitation à chercher, à douter, à imaginer. C'est une mémoire qui ne livre rien, mais qui oblige à se tourner vers soi, vers ses propres limites. Peut-être est-ce là le plus grand legs des anciens. Non pas une archive de connaissances, mais un miroir du mystère lui-même. Et ce silence a aussi une dimension sacrée. Dans toutes les traditions spirituelles, le silence est perçu comme une voie vers la vérité. Il n'est pas un vide, mais une plénitude. Il permet d'entendre ce qui ne peut être dit, de percevoir ce qui échappe aux mots. À Gizeh, le silence joue exactement ce rôle. Il ne donne pas de réponse claire, mais il ouvre un espace intérieur où chacun peut pressentir la profondeur de ce qui nous dépasse. En ce sens, la plus grande révélation du plateau n'est peut-être pas archéologique, mais existentielle. Elle ne concerne pas seulement l'histoire de l'Égypte, mais celle de l'humanité tout entière. Elle nous rappelle que nous sommes des passants sur une terre ancienne, héritiers d'une mémoire fragmentaire, condamnés à chercher sans jamais tout comprendre. Elle nous invite à accepter le mystère comme une part essentielle de notre condition. Le silence de Gizeh n'est pas seulement celui des pierres, c'est aussi celui de l'univers. Les étoiles auxquelles les pyramides sont alignées brillent depuis des millénaires, mais elles ne disent rien. Elles se contentent d'éclairer, d'attendre, de témoigner. Comme les pierres, elles inscrivent une permanence qui dépasse l'homme. Le silence est ce langage muet que partagent la pierre et l'étoile, un langage que nous pressentons sans pouvoir le traduire. Ce que nous dit Gizeh, enfin, c'est que le mystère n'a pas besoin d'être résolu pour exister. Il peut rester entier, intact, et pourtant continuer à nous nourrir. Le plateau est un seuil que nous n'avons pas franchi, et peut-être ne le franchirons-nous jamais. Mais il nous accompagne comme une énigme vivante, un rappel que l'inconnu fait partie de la vie. Ainsi s'achève ce voyage à travers les récits, les mythes, les découvertes et les silences. Mais le plateau, lui, demeure. Chaque matin, le soleil se lève sur les pierres, chaque soir il les plonge dans l'ombre, et le mystère continue de respirer sous la surface. Peut-être n'y aura-t-il jamais de révélation finale. Peut-être que le vrai trésor de Gizeh est ce silence même, ce poids invisible qui nous oblige à chercher au-delà de ce que nous voyons. Et dans ce silence, chacun entend une voix différente. Certains y perçoivent un appel vers le passé, d'autres un avertissement pour l'avenir, d'autres encore une simple paix qui naît de l'inconnu. Mais tous, en quittant le plateau, portent avec eux la même impression,
celle d'avoir effleuré une vérité immense mais insaisissable, comme si le désert lui-même avait choisi de garder ce secret, non pour nous frustrer, mais pour nous rappeler que le monde est plus vaste que nos certitudes. Gisée ne parle pas, mais il nous enseigne. Et son silence, plus fort que tous les discours, résonne encore comme une réponse qui n'en finit jamais. Tout n'est pas destiné à être compris, et c'est dans cette obscurité que réside peut-être la lumière la plus profonde.